On va bientôt commencer. C'est bon? On est connecté? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Hugo Rosset du bureau d'études Sistra et je suis en charge de l'animation de ce webinaire thématique organisé dans le cadre de la concertation sur le 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW du parc nucléaire français. Alors, le webinaire de ce soir est l'une des étapes d'une large concertation qui a été lancée fin janvier et qui se poursuit jusqu'au 30 juin de cette année. À ce titre, des réunions publiques sont organisées à proximité de chaque centrale concernée par ce 4e réexamen. 5 réunions publiques ont d'ores et déjà eu lieu à proximité des centrales de Flamanville, de Saint-Alban, de Belleville et de Nogent. 2 webinaires ont également été organisés. Un premier webinaire d'ouverture de cette concertation le 24 janvier et un autre webinaire sur la thématique de la prise en compte du vieillissement des installations à la mi-mars. 2 autres webinaires seront organisés en complément de celui de ce soir. Un le 5 juin pour répondre à la question suivante, comment prévenir les accidents graves? Et enfin, un webinaire de synthèse de la concertation le 24 juin. Vous pouvez retrouver le calendrier des rencontres de la concertation sur la plateforme internet concertation.sureténucléaire.fr qui permet également au public de s'informer et de déposer des questions ou avis. Alors, au programme de ce webinaire, un sujet précis, la prise en compte du changement climatique dans la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 1300 MW au-delà, après leurs 40 ans. Présent ce soir sur le plateau, Madame Christine Noiville, donc présidente du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, le HCTISN, Rizlan Bibaoui, conseillère de la Cour des comptes et rapporteure sur les sujets liés aux enjeux et aux politiques publiques en matière d'énergie et de climat, Pascal Guillot d'EDF, Claire-Marie Duluc et Hervé Bodino de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et Cyril Bernadet de l'Autorité de sûreté nucléaire. Je signale également la présence de Madame Claude Brévent et de Monsieur Jean-Louis Laure, garants de la concertation, inscrits sur la liste des garants de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Leur rôle sera de s'assurer du bon déroulement de cette réunion publique et plus globalement de la concertation pour qu'elle garantisse le droit à l'information et à l'expression du public. D'autres représentants sont connectés à distance. Un représentant de l'ASN, Johan Bravard, Rodolphe Gilbin et Patrick Lejuste de l'IRSN et Fabrice Ravanas d'EDF. Ils pourront apporter, si besoin, des compléments aux réponses qui auront lieu lors du temps d'échange prévu dans ce webinaire. Nous sommes ensemble pour une durée d'environ 1h30 avec au programme un temps de présentation d'une durée de 30 minutes et pas plus par la Cour des comptes, l'ASN, l'IRSN et EDF de la prise en compte du changement climatique dans la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 1300 MW. Puis nous ouvrirons un large temps d'échange avec le public d'une durée d'environ 1 heure pour que vous puissiez poser vos questions, faire part de vos remarques ou suggestions en lien avec la thématique de ce soir. Pour respecter le timing de ce webinaire et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, j'inviterai l'ensemble des intervenants, mais également le public connecté à distance, à être concis et direct dans vos interventions. Je serai pour ma part le gardien du temps de cette rencontre. Avant de donner la parole à Christine Noiville du HCTISN pour poursuivre cette introduction, je signale que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis en ligne sur la plateforme internet concertation.sureténucléaire.fr et qu'un compte-rendu sera également rédigé sur la base de cet enregistrement, puis mis en ligne également. Le chat de ce webinaire est déjà ouvert. Il vous permet de poser vos questions et de faire part de vos remarques. Le contenu du chat sera versé au compte-rendu de ce webinaire, donc n'hésitez pas à vous exprimer à travers ce canal. Merci pour votre attention et je passe maintenant la parole à Madame Christine Noiville, présidente du HCTISN, pour poursuivre cette introduction. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'être là. Nous nous retrouvons ce soir pour le 3e webinaire de cette concertation qu'organise le HCTISN sur, ça a été dit, la poursuite de fonctionnement des réacteurs de 1300 MW. Comme vous le savez déjà, mais je le redis pour celles et ceux qui nous rejoindraient ce soir pour la première fois, le Haut Comité a estimé nécessaire d'organiser cette concertation alors même qu'elle n'est pas juridiquement obligatoire.
Pourquoi ? Eh bien parce que les réacteurs de 1300 MW atteignent, cela a été dit, l'âge de 40 ans, parce que EDF et le gouvernement souhaitent qu'ils continuent à fonctionner, et ce, alors que ces réacteurs ont été conçus à l'origine avec une hypothèse de fonctionnement de 40 ans, précisément. Et donc, le Haut Comité a considéré que ces 40 ans, eh bien, c'était un âge clé en termes de sûreté et qu'à cette étape, il était indispensable que le public soit informé, puisse poser des questions et éventuellement donner son avis. Alors, nous avons abordé à notre dernier webinaire du 19 mars le sujet du vieillissement de ces réacteurs. Et ce soir, nous avons souhaité mettre sur la table, avec vous, un autre sujet crucial, celui du changement climatique. Non pas pour se demander si le nucléaire est une solution pour le climat, mais pour s'interroger sur l'effet que peut avoir le changement climatique sur le fonctionnement des centrales nucléaires. On sait qu'avec l'augmentation des températures ou encore la raréfaction des ressources en eau, le parc nucléaire pourrait être soumis à rude épreuve dans les décennies à venir et devoir faire face, ça vous sera dit, à de nouvelles exigences importantes. Donc c'est cette réalité-là, qui n'est certes pas spécifique aux réacteurs de 1300, qui concerne tout le parc nucléaire, actuel et à venir, qu'on a voulu ce soir aborder avec vous, avec des questions comme si les canicules se multiplient, quels peuvent être les effets sur les équipements qui sont indispensables pour la sûreté, si la ressource en eau baisse, comment fait-on pour refroidir les réacteurs, et toute une série de questions de ce type. Alors c'est justement pour les éclairer, ces questions, qu'on est là avec vous ce soir, et je vous invite effectivement, comme l'a dit Hugo Rosset, à poser largement des questions, à débattre avec les intervenants. Et avant de laisser la place à ces derniers, je voudrais rappeler ce que Hugo Rosset a déjà dit, mais qui me paraît important, c'est que votre présence ici ce soir, ça n'est pas juste un exercice de style. Il y a vraiment, je le dis à chaque fois, mais je le redis parce que c'est un élément crucial, on se situe à un moment des procédures de réexamen de sûreté où il y a de la place pour nourrir les expertises et les réflexions d'EDF, de l'IRSN, de l'Autorité de sûreté nucléaire. En quelque sorte, les jeux ne sont pas faits et il est donc important que vous interrogiez, que vous questionniez et que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire des propositions. Et vous le savez, ça a été dit aussi, mais je réinsiste sur ce point. Deux garants sont là, que je remercie et qui veillent à faire en sorte que les questions que vous allez poser reçoivent bien des réponses claires et que le débat soit sincère. Voilà. Cela étant dit, je vous remercie d'être là et je cède la place aux différents intervenants. Alors, juste avant de vous donner effectivement la parole, je vous remercie Madame Noiville pour cette introduction, la poursuite de cette introduction, et je vous propose maintenant d'ouvrir le temps de présentation en lien avec la thématique de ce soir, c'est-à-dire la prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Et pour commencer donc ce tour de présentation, je donne la parole donc à Madame Rizlan Bibaoui de la Cour des comptes pour nous présenter en 5 minutes, s'il vous plaît, une synthèse du rapport de la Cour des comptes sur l'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires. La parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de rentrer dans les 5 minutes. Donc, tout d'abord, je souhaitais donc dire bonjour à l'ensemble des personnes qui sont connectées ce soir. Donc, je suis ravie ce soir de vous présenter au nom de la Cour des comptes le rapport sur l'adaptation au changement climatique du parc de réacteurs nucléaires qui a été publié en 2023 et qui a été mis à jour dans le cadre du rapport public annuel 2024 qui a été consacré à l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. Je pense que le lien des deux rapports a été mis en ligne ou sera mis en ligne. Donc, ils sont tout à fait accessibles. En tout état de cause, ils sont accessibles sur le site de la Cour des comptes. Quelques éléments de cadrage. Alors, là, je rappelle donc les deux rapports de la Cour des comptes. Quelques éléments de cadrage. Voilà. Le parc de réacteurs électronucléaires français, donc il est constitué de 18 centrales sur 18 sites sur lesquels sont implantés 56 réacteurs. Donc la carte que je vous propose les situe sur le territoire métropolitain. Et sur ces 56 réacteurs, on en a 20 de 1300 MW, ce qui concerne aujourd'hui la discussion que nous avons.
Le deuxième point de cadrage, c'est que la sûreté et l'exploitation des centrales, c'est-à-dire la production également, dépendent impérativement de la ressource en eau. On a légèrement évoqué en introduction. C'est pourquoi elles sont situées soit en bord de mer, soit en bord de rivière. Cette eau, elle sert à quoi? Elle sert au refroidissement des centrales. Et les centrales ont deux types de circuits de refroidissement, le circuit ouvert ou le circuit fermé. C'est très important de comprendre la différence entre les deux. En circuit ouvert, on prélève beaucoup d'eau, mais on la rejette en totalité. Donc c'est plutôt des centrales de bord de mer, mais pas que. Et en circuit fermé, on en prélève beaucoup moins, mais on en consomme plus. C'est dû à l'évaporation des fameuses tours aéroréfrigérantes, qui sont très caractéristiques du paysage quand on en a. Vous avez donc compris que ces deux systèmes de refroidissement sont caractérisés par des volumes très différenciés de prélèvement et de consommation d'eau. Deux chiffres importants, 50% des prélèvements d'eau sur le territoire servent au refroidissement des centrales. Mais la consommation nette, à proprement parler, elle ne représente que 12% de la consommation totale du territoire, après l'eau potable, l'eau qui est utilisée pour l'agriculture. Voilà pour les quelques éléments de cadrage qui me permettent de vous dérouler un certain nombre de constats. Donc, je vais parler des constats qui ont été établis dans le cadre de ces deux rapports et des recommandations que la Cour a émises derrière. Donc, les constats. J'ai mis les 7 constats, qui sont j'allais dire les constats principaux, on en a d'autres, mais ce sont les constats principaux de ces rapports. Vous pouvez les voir à l'écran. Je vais les énumérer rapidement pour certains, et pour les plus importants, je vais tenter de m'y attarder quelques instants. Donc le premier constat, c'est que les scénarios du GIEC sont bien à la base de l'analyse du climat pour l'exploitant. C'était très important pour la Cour d'essayer de comprendre sur quoi se basait l'exploitant pour analyser les données climatiques et les projections climatiques. Donc c'est assez rassurant, les scénarios du GIEC sont extrêmement partagés par la plupart des interlocuteurs qui travaillent à ces questions, et notamment l'exploitant. Le deuxième constat, c'est que on vient d'en parler également, c'est que la ressource en eau, c'est le principal enjeu du changement climatique pour le parc nucléaire. Il y a d'autres enjeux moins importants, mais la ressource en eau, ça a vraiment été central dans le cadre de ce rapport. Donc la Cour a dû regarder les conséquences du changement climatique sur l'eau en termes de disponibilité, de réchauffement, de partage de l'eau, de dilution des rejets, et pour les centrales de bord de mer, sur les questions liées au niveau de la mer. Le troisième constat, c'est que les enjeux d'adaptation sont progressivement appréhendés par l'État et par l'exploitant EDF. Ça n'a pas de difficulté majeure là-dessus. Le quatrième constat, c'est que l'ensemble des risques, dont les risques liés au changement climatique, sont pris en compte en matière de sûreté à la conception et lors des examens périodiques, c'est-à-dire qu'ils sont réévalués lors des examens périodiques. Il faut faire une différence entre le parc actuel, donc qui concerne les réacteurs de 1300 MW, et les futures installations, simplement parce que le changement climatique, il n'était pas appréhendé de la même manière il y a 20 ou 30 ans et aujourd'hui. Le cinquième constat, puisque nous sommes à la Cour des comptes, nous nous sommes intéressés au coût de l'adaptation, et nous avons pu constater que ce coût n'est pas pleinement mesuré. Donc, un chiffre, l'ensemble des investissements plus ou moins reliés au changement climatique, donc plutôt reliés aux événements météorologiques extrêmes à fin 2021 et donc depuis la création des centrales, c'est environ 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas un chiffre extrêmement important. Sixième constat, l'impact du changement climatique sur la production, il est modéré à ce stade. Donc, cet impact, il est dû au fait que lorsqu'un cours d'eau dépasse une certaine température en amont, la centrale n'est pas autorisée à rejeter de l'eau légèrement plus chaude. Il faut donc arrêter ou modérer le réacteur. Donc, les pertes de production potentielles dues à ce mécanisme, elles sont inférieures à 1%. On a regardé une dizaine d'années. Donc, inférieures à 1% de la production annuelle, hormis en 2003, année caniculaire, où elle a atteint 1,4%. Néanmoins, il semble possible, selon l'exploitant, que ces indisponibilités, elles soient multipliées par 3 ou 4 d'ici 2050. Donc, c'est un point qu'il faut observer. Tous ces constats nous ont amené à un certain nombre de recommandations. Donc, elles sont présentes à l'écran. En 1 minute, s'il vous plaît. Absolument.
On en a 7. Je vais en pointer 2 importantes. Les autres, je vous laisserai les relire. Sur les questions liées à l'eau, par exemple, la recommandation numéro 1 du rapport de 2024, c'est de fiabiliser les mesures de prélèvement et de consommation d'eau des centrales nucléaires. Je mets aussi dans le slide le constat auquel est rattachée cette recommandation. On vient d'en parler également. L'identification et la mesure des coûts d'adaptation au changement climatique du parc de production nucléaire en fonctionnement et en investissement a fait l'objet d'une recommandation assez importante de ce rapport. Pour toutes les autres, je vous laisserai les consulter. Et puis, s'il y a des questions sur ces recommandations, nous pourrons y répondre. Je vous remercie. Merci Madame Bibaoui. Je me tourne maintenant vers l'IRSN, donc Claire-Marie Duluc et Hervé Bodino, pour nous présenter en 10 minutes et nous dire surtout comment sont pris en compte les aléas climatiques et leur potentiel impact sur la sûreté des réacteurs. Voilà, 10 minutes, c'est le contrat. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, et Madame Bibaoui l'a dit aussi, il y a pas mal d'enjeux associés au changement climatique. Donc, cette présentation, elle se focalise sur les effets sur la sûreté. La sûreté des installations, elle est prise en compte en traitant des agressions. Et un certain nombre d'agressions externes naturelles sont prises en compte, comme vous le voyez. Alors, à la conception, on a pris en compte un certain nombre d'agressions comme le séisme et l'inondation. L'exploitant n'a pas forcément pris en compte des aspects très spécifiques concernant les vents, les grands chauds. On était sur les référentiels existants de l'époque. Au fur et à mesure des années d'exploitation, certains événements climatiques se sont produits. On peut penser à la tempête de 99 sur le site du Blayais, qui ont conduit à réinterroger les référentiels, à les faire évoluer. Et on a, pour ce qui concerne les aléas climatiques, en particulier des grands froids en 1987, la canicule de 2003, et EDF a présenté un référentiel suite à cette canicule pour prendre en compte des événements plus rares que ceux observés dans leur démonstration de sûreté. Quelle rareté en fait? Comment se mettre d'accord sur ces événements? Ça, c'est un point qui est souvent discuté. Et l'orientation actuelle, puisqu'il y a un historique pour chacun des agressions prises en compte, est d'aller définir des niveaux d'aléas. Un aléa, ça va être une situation, un phénomène physique qui peut se produire et pour lequel on peut évaluer une probabilité d'occurrence. Et on cherche maintenant à viser, d'après les recommandations des appuis techniques européens, des niveaux autour d'un 10-4 par an. Alors, un 10-4 par an, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau très, très rare. On parle parfois de crue centenale, vous entendre. Donc, ça, c'est du 10-2. Là, on va aller beaucoup plus loin. Alors, le changement climatique dans tout ça. Alors, certaines de ces agressions vont être impactées dans leurs intensités par le changement climatique. Donc, comme l'a rappelé Madame Bibaoui, il y a un premier niveau qui est très utile déjà, c'est la prise en compte de réexamens périodiques tous les 10 ans. Donc, tous les 10 ans, les niveaux d'aléas, pris en compte pour les examens de sûreté sont revus, réévalués. Mais quand on a un contexte de changement climatique, pour être plus précis, plus robuste, EDF a présenté une démarche de prise en compte d'une veille climatique. Donc cette veille climatique, elle vise à identifier si une évolution des niveaux de référence pour les aléas pris en compte est nécessaire. Et pour mener ce travail, EDF a classé les aléas en 4 groupes. Donc les aléas dont l'évolution est certaine et dont on peut la calculer, comme les températures chaudes de l'air, de l'eau, l'évolution du niveau marin moyen. Les aléas climatiques dont l'évolution est possible, mais dont les projections, les calculs, l'évaluation n'est pas forcément quantifiable. Donc là, on retrouve les étiages, donc les débits faibles en été ou les fortes pluies. Les aléas pour lesquels aujourd'hui aucune tendance ne peut être identifiée facilement à l'échelle de la France métropolitaine. Donc par exemple la foudre, la grêle, les débits exceptionnels de fleuves, les vents et les tornades, même si ces aléas font l'objet d'études constantes. Et puis ceux pour lesquels la situation actuelle
peut rendre l'aléa retenu plutôt conservatif, comme les températures froides de l'air, de l'eau, le fragile ou la neige. Alors dans cette approche de veille climatique, EDF présente 3 volets d'études qui vont avoir lieu entre les réexamens, donc sur un rythme quinquennal. Un volet de veille scientifique où les éléments de connaissances disponibles sont pris en compte, notamment les connaissances issues du GIEC, mais de façon plus générale la littérature scientifique. Et associé à ce volet de veille scientifique, une réévaluation donc pour les températures chaudes de l'air, dont on sait qu'elles évoluent et pour lesquelles on sait calculer l'impact du changement climatique pour les événements rares, un recalcul systématique tous les 5 ans des niveaux d'aléas qui sont retenus. Et puis un dernier volet qui est plus une veille de ce qu'on peut mesurer au niveau local de l'installation en termes de température, de niveau marin, de pluie, afin d'avoir une surveillance donc, sur ce qui est appelé des événements climatiques majeurs, parce qu'ils sont quand même assez rares, c'est plutôt de l'ordre d'un niveau central, en dessous des référentiels, mais assez rares pour déclencher des analyses. Voilà. Alors dans le cadre RP4 1300 qui nous occupe ce soir, l'IRSN a examiné cette démarche de veille climatique en regardant particulièrement le volet de veille scientifique, la réévaluation des températures chaudes de l'air, donc qui avait été faite, pour y revenir sur des questions à partir des données observées qu'on reprojette pendant la durée du réexamen, mais également comparée à une approche qui prend en compte les modèles climatiques. Donc cette double approche à partir des données observées des projections climatiques a été expertisée par l'IRSN et fait l'objet aujourd'hui des conclusions en cours de rédaction. Il reste 4 minutes pour votre présentation. Très bien. Et la démarche associée à événements climatiques majeurs aussi regardée. Alors comme on est toujours un peu poil à gratter, on souhaite que EDF la renforce, évalue largement et présente des éléments très complets sur l'ensemble des aléas qui ont été cités. Mais c'est une démarche qui va vraiment dans le bon sens en termes de périodicité, de prise en compte d'une évolution des connaissances. Alors un petit focus avec le temps qu'on a sur les températures chaudes de l'air. Donc vous avez ici une infographie qui représente en fait une centrale sur laquelle on retrouve, à proximité de laquelle on a très classiquement une station de mesure Météo France par exemple. Alors dans le référentiel EDF, une température exceptionnelle est définie. Donc ça va être la température qui a pas plus d'une chance sur 100 d'être dépassée chaque année, à partir d'une démarche de calcul statistique, à partir des observations passées, mais en prenant en compte une tendance déjà observée pour la projeter dans l'avenir. Donc, pour atteindre aussi maintenant des objectifs plus ambitieux encore, il y a notamment, par exemple, une majoration de 2 degrés qui va être retenue sur cette température pour certaines configurations d'études. Voilà. Alors là encore, c'est un sujet qui est expertisé aujourd'hui et qui est l'objet d'un débat technique, la suffisance de ces 2 degrés, mais en tout cas, on a une démarche assez complète qui rejoint les objectifs maintenant communs d'événements très rares autour d'un 10 puissance -4. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue pour la façon dont sont prises en compte ces températures dans l'étude de sûreté elle-même. En 2-3 minutes, du coup ? Oui, très rapide, je vous assure, Hugo. Alors, pourquoi faire tout ça, finalement, c'est le lien qu'on va faire avec la sûreté. Comme Claire-Marie vous l'a expliqué, l'objectif, d'une part, en premier lieu pour l'exploitant, mais que l'IRSN va contre-expertiser, c'est bien de définir cette température exceptionnelle limite sur le site. On imagine bien que la température en canicule, par exemple, sur le site de Panly qui est en bord de Manche, ou celle qui serait à Golfech, n'est pas du tout la même. Donc, pour autant, ce sont des réacteurs de 1300 MW analogues, avec des options de sûreté identiques. Donc l'objectif est bien pour chaque site de définir cette température exceptionnelle et de s'assurer finalement que cette température extérieure, si on prend l'exemple de la température chaude de l'air, de se dire ok, il fait tant de degrés, imaginons qu'on soit à canicule qui a un bon 37 degrés à l'extérieur, combien il fait dans les locaux ? Parce qu'une centrale nucléaire, c'est un outil industriel, il y a des pompes, il y a des matériels qui fonctionnent, qui eux-mêmes dégagent de la chaleur. Donc s'il fait déjà chaud dehors, vous imaginez bien qu'à l'intérieur,
c'est double canicule pour les matériels. Et donc l'objectif, c'est de définir d'une part cette température extérieure, de la superposer aux calories qu'on sait que les matériels à l'intérieur de la centrale vont dégager, et de comparer ces valeurs-là, la température max qu'on peut obtenir dans les locaux, à la température de tenue des matériels. Imaginez que vous mettez votre ordinateur devant le four à la maison, à un moment ou à un autre, l'ordinateur ne va pas aimer la température. L'électronique a une température limite qui va faire que le matériel serait défaillant. Ça, dans une centrale nucléaire, ce n'est pas possible, parce que si ce matériel il est là, je veux dire, c'est le cerveau d'un matériel de sauvegarde, à tout moment, il faut que ce matériel soit disponible. Donc, il faut qu'on soit sûr que les matériels importants pour la sûreté résistent à cette température. Et c'est pour ça que l'exploitant fait toute une démarche de qualification pour nous garantir finalement que ce composant essentiel pour la sûreté va résister tant de temps à telle température. Et comme les températures sont réévaluées, eh bien, au même moment, il va falloir recomparer finalement la température maximale à laquelle le composant pourrait être exposé à sa qualification. Et ça, c'est ce qu'on va vérifier à l'IRSN. Alors, on a encore le poil à gratter. On va s'assurer que finalement EDF fait bien ses analyses. Et si finalement on se rend compte que le seuil de température max est dépassé, eh bien, c'est la quatrième puce, c'est mettre en place des dispositifs réfrigérants pour finalement abaisser la température ambiante et tout le temps garantir que la température que verra les matériels importants pour la sûreté soit conforme. C'est vraiment essentiel. Le problème vis-à-vis des aléas climatiques, notamment sur la température chaude de l'air, c'est pas un problème de sûreté du moment qu'on respecte cette démarche-là. Pourquoi ? Parce qu'une canicule, Météo France va vous le dire. Il va vous dire, dans les 3 jours à venir, dans les semaines à venir, il y a une canicule qui arrive, donc l'exploitant sera à même d'arrêter son réacteur si nécessaire. C'est ce que Mme Bidaoui a rappelé avec des taux d'indisponibilité. Ce n'est pas un problème de sûreté. Faut bien avoir ça à l'esprit. Les problèmes de sûreté peuvent arriver sur les phénomènes climatiques plus soudains, les tempêtes, les tornades. Par exemple, ça, on se rend bien compte que finalement, une tornade, on ne peut pas tellement la prédire. Météo France va dire des phénomènes orageux avec potentiellement des tornades, mais on ne sait pas où la tornade va se créer. Donc là, intrinsèquement, il va falloir renforcer la centrale au travers de dispositifs qui ont pu être présentés lors des premiers séminaires en mettant finalement des parades pour éviter que les matériels importants pour la sûreté soient abîmés ou rendus indisponibles. Vous voyez, vis-à-vis du changement climatique, c'est tous ces éléments-là que l'IRSN expertise. Voilà. Merci beaucoup. Je propose maintenant de donner la parole à Pascal Guillot d'EDF pour nous dire comment l'exploitant du parc nucléaire prend en compte la dimension environnementale et notamment, à titre d'exemple, la question de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique. L'idée, c'est de vous disposer de 10 minutes également pour présenter ce vaste sujet et on pourra bien sûr y revenir ensuite pendant le temps d'échange. Tout à fait, Hugo. Merci bien. Donc, après que M. Bodino et Mme Duluc vous aient présenté finalement l'impact sur la sûreté des installations, moi, je vais aller plutôt sur l'angle impact environnemental des installations, l'impact environnemental et puis aussi toute la problématique ressources en eau. Donc, en 4 points. Donc, le besoin en eau des centrales nucléaires, Mme Bibaoui l'a rappelé tout à l'heure, toutes nos centrales nucléaires sont situées soit sur le cours d'eau, soit au bord de la mer, parce qu'on a un besoin absolument nécessaire d'eau. Je reviendrai ensuite sur l'effet des contraintes climatiques sur notre production d'électricité nucléaire. On en a parlé un petit peu déjà. J'irai ensuite sur 2022, qui a été une année charnière pour les aspects ressources en eau. Et puis, je terminerai avec un projet, le projet ADAPT, pour adapter le parc nucléaire au changement climatique qui est en œuvre depuis 2019. Alors d'abord, un petit rappel très simple, la différence entre les réacteurs circuit ouvert et les réacteurs circuit fermé. Donc, je rappelle que tous les réacteurs situés en bord de mer du 1300 MW, donc Flamanville, Paluel, Penly, sont des circuits ouverts parce que la ressource en eau est infinie, c'est la mer. Et puis, on a aussi le réacteur de Saint-Alban-sur-le-Rhône. Je reviendrai après éventuellement pourquoi Saint-Alban est en circuit ouvert. Le Rhône est un fleuve avec un débit important et il a été accepté, considéré acceptable à l'époque de sa construction, que ce réacteur soit en circuit ouvert. Tous les autres réacteurs du 1300 MW sur des rivières et des fleuves sont en circuit fermé, c'est-à-dire Belleville, Cattenom, Golfech et Nogent. Alors, un réacteur en circuit ouvert, il est constitué du bâtiment réacteur qui produit de la vapeur sous pression et cette vapeur, elle est envoyée
dans la turbine pour faire tourner la turbine et l'alternateur et produire l'électricité. Et ensuite, cette vapeur, on a besoin de la refroidir. Alors c'est là qu'intervient l'eau avec un prélèvement dans le fleuve ou la mer et puis une restitution totale pour les réacteurs en circuit ouvert. Donc vous voyez, un réacteur en circuit ouvert, ça consomme 40 mètres cubes par seconde d'eau. Pardon, ça prélève 40 mètres cubes par seconde d'eau et ça la restitue immédiatement dans le milieu. Ça correspond à 170 litres par kilowattheure produit. Un kilowattheure, c'est un radiateur pendant 1 heure environ dans votre pièce. Eh bien, à chaque fois que vous avez un radiateur ouvert pendant 1 heure, c'est 170 litres d'eau qui sont prélevés et restitués dans le milieu pour refroidir la vapeur de l'installation. Sur les circuits fermés, alors j'ai oublié de le noter, donc le prélèvement cette fois, où l'intensité hydrique c'est 10 litres par kilowattheure, donc pour un circuit fermé c'est beaucoup moins. Grâce à quoi? Grâce à l'aéroréfrigérant qui vient réfrigérer l'eau dans un circuit tertiaire. Alors, une bonne partie de la réfrigération se fait en évaporant l'eau du fleuve. Dans les réacteurs en circuit fermé, on va prélever 2 mètres cubes par seconde, donc environ 20 fois moins. Par contre, une partie de l'ordre de 20% de l'eau prélevée va partir en vapeur d'eau, et c'est le panache que tout le monde connaît bien sur nos installations. L'échauffement sur un circuit fermé n'est que de quelques dixièmes. Alors quelques dixièmes, ça peut monter à 1 degré, 2 degrés, à comparer à l'échauffement de l'eau que l'on rejette dans un circuit ouvert, où là, l'échauffement peut monter à 6, voire 7 degrés dans certains cas. L'impact du changement climatique, il va intervenir à 2 niveaux. Il va intervenir au niveau de l'augmentation des températures des cours d'eau. En amont de la centrale, l'eau sera plus chaude. Et comme nous apportons une chaleur supplémentaire, eh bien, à un moment donné, l'environnement, la faune, la flore, vont avoir du mal à accepter notre complément d'élévation de température. Donc, à un moment donné, quand les températures deviennent trop élevées dans le fleuve, eh bien, nous allons arrêter la production d'électricité. Et puis, les étiages pourraient être à l'avenir plus longs et plus sévères. C'est ce que nous a montré 2022, mais on l'avait déjà vécu en 2003. Et pour les mêmes raisons, quand le débit du fleuve est très bas ou faible, on peut être amené à arrêter les installations. Ne pas oublier aussi que nous avons des accords internationaux, par exemple sur la Meuse, entre la France et la Belgique, pour laisser passer un certain débit d'eau minimum. Et donc, quand dans la Meuse, il n'y a plus que 20 mètres cubes par seconde, eh bien, on arrête l'évaporation de l'eau dans les tours aéro-réfrigérantes, et donc ça conduit à arrêter la centrale. Alors c'est vrai pour la Meuse avec chaud, mais c'est vrai pour le 1300 MW à Cattenom, puisqu'on doit aussi respecter un débit minimum lorsque la Moselle quitte la France et rejoint l'Allemagne et le Luxembourg. Alors, concernant l'impact des centrales sur le milieu aquatique, de façon un peu plus précise, EDF collecte depuis environ 40 ans des études et met en œuvre des programmes de recherche pour évaluer l'impact de nos centrales en termes de rejet thermique et de rejet chimique et également de rejet radioactif sur l'environnement. Alors, je cite ici le bilan de l'été 2022, puisque c'était un été très sec et avec un étiage important et plusieurs périodes de canicule. Donc, vous trouverez sur le site internet EDF le bilan de l'impact de nos centrales sur le milieu. Et puis, nous avons également très récemment produit pour la première fois, ça nous avait été demandé depuis plusieurs années, le cumul de l'impact environnemental des centrales situées sur le Rhône et la Loire. Sur la Meuse, il y a deux réacteurs de chaux. Sur la Moselle, il n'y en a que 4. Mais sur le Rhône, il y en a 14. Et sur la Loire, il y en a aussi 14 qui sont échelonnés le long du fleuve. Et donc, nous avons toujours eu l'habitude de communiquer sur l'impact de chacun des CNPE, des sites nucléaires. Et là, pour la première fois, on a fait une étude globale qui montre l'impact de l'ensemble des centrales nucléaires de la vallée du Rhône et de l'ensemble des centrales sur la Loire, à la fois sous l'angle environnemental et également par rapport à la santé publique. La partie suivante, c'est l'effet des contraintes climatiques sur la production d'électricité. Je vais passer très vite, les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Donc, sur les 20 dernières années, vous avez ici la visibilité année par année, vous avez les indisponibilités d'origine environnementale
qui sont donc de 0,3%. Nous avons fait des calculs en nous projetant à l'horizon 2050 et on estime aujourd'hui que les pertes de production, à conception identique, si on ne modifie pas l'installation, et à réglementation identique, si on ne modifie pas la réglementation, eh bien, pourraient s'élever jusqu'à 1,4% environ. Donc 2022, ça a été une année charnière avec, en raison de la sécheresse et puis de la canicule, et puis est sorti le plan eau du gouvernement avec 53 mesures en 5 axes que vous retrouverez tous sur les sites internet. Et il a été demandé à l'ensemble des sites, des industriels de déployer ce plan eau du gouvernement. Et pour les industriels, eh bien, cela s'est fait au travers de plans de sobriété hydrique, et notamment le plan de sobriété hydrique de la filière nucléaire, dont le résumé est déjà accessible sur Internet et très, très prochainement le rapport complet en une 40aine de pages. Et cela a conduit en interne EDF à établir un plan eau pour la sobriété hydrique au sein d'EDF. Avec 3 principaux sujets, organiser la sobriété, et on revient sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure également par la Cour des comptes, c'est mieux comptabiliser les prélèvements et les consommations, bien maîtriser les flux, et puis ensuite nous engager pour optimiser la disponibilité, c'est-à-dire réduire les pertes, on n'est pas parfait, on a des pertes d'eau sur nos installations, réutiliser les eaux plutôt que de les renvoyer dans le milieu immédiatement, les réutiliser autant que faire se peut, préserver la qualité de l'eau en travaillant pour diminuer la thermie et diminuer les rejets chimiques, et puis cela se fait avec des actions de recherche et développement. Et cela se fait aussi beaucoup avec les territoires, puisque nous partageons l'eau avec tous les autres acteurs des territoires. Petit rappel sur le chrono, encore 2-3 minutes. Oui, parfait, Hugo. Et donc, ce plan eau du parc nucléaire, je vous laisse le découvrir sous la forme d'actions. Je vais juste revenir sur 2 actions. La première, c'est l'action 1, c'est mieux comptabiliser les prélèvements et les consommations d'eau. Eh bien, pour les sites en circuit fermé du 1300 MW, Cattenom, Nogent, Belleville, Golfech, nous avons sur chaque site des outils qui nous permettent de compter l'évaporation de l'eau par les tours aéro-réfrigérantes, puisque c'est notre consommation principale. Sauf que les aéro-réfrigérants, ils n'ont pas été construits au même moment, et donc les fichiers ne sont pas tous d'époque. Voilà. Donc on a un petit peu une mise à jour à faire et à utiliser les meilleures techniques pour comptabiliser les eaux évaporées. Voilà pour cela. Une action également assez emblématique, on verra si elle aboutit, c'est de se poser la question de la mise en place éventuelle d'aéro-réfrigérants sur Saint-Alban, puisque c'est le seul site en circuit ouvert de la vallée du Rhône, le seul site 1300. Eh bien, nous nous re-questionnons sur la possibilité d'installer ces aéros. Voilà pour l'essentiel. Je terminerai avec le projet ADAPT, donc ADAPT comme adaptation au changement climatique. Un projet engagé en 2019 avec 4 lots principalement, la ressource en eau, ensuite l'adaptation de l'installation industrielle, et puis on a mis dans ce projet les relations contractuelles avec le tissu économique local, la capacité à travailler en ambulance chaude, et puis également tout ce qui est en lien avec le territoire, parce qu'une centrale nucléaire ne peut pas fonctionner de façon îlotée ou fermée, elle doit fonctionner avec son territoire, et ça nécessite que le territoire avoisinant soit bien résilient en cas de changement climatique. Merci Monsieur Guillot pour cette présentation. Je profite de cette transition avec la dernière présentation de ce temps dédié justement à ces exposés pour vous dire que les présentations qui sont projetées ce soir seront également mises en ligne sur la plateforme internet concertation.sureténucléaire.fr sur la page retour sur les rencontres de la concertation. Donc vous aurez tout le loisir de pouvoir retrouver ces présentations sur la plateforme internet en question. Vous mentionniez, Pascal Guillot, 2022 comme une année charnière, et ce qui me fait la transition avec la dernière présentation par Cyril Bernadet de l'ASN, qui souhaitait faire un petit retour d'expérience sur cet été 2022 aux conditions climatiques particulières. Oui, c'est cela, en effet. Merci de me donner la parole dans le cadre de ce webinaire pour livrer quelques enseignements sur le retour d'expérience qu'a fait l'ASN de l'été 2022.
Alors, je vais aller très vite, même s'il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive, mais simplement pour rappeler le contexte de l'été 2022. Ça ne vous a pas échappé, c'est un été qui a été très chaud avec des épisodes qui ont été assez proches de la canicule de référence de 2003. C'est également un été qui a été très sec, avec qualifié comme une année avec une sécheresse historique par les spécialistes. Et c'est également un été qui a présenté des tensions sur l'énergie nucléaire, hydroélectrique et de gaz. Et en fait, cet été, il a impacté le cadre réglementaire des limites des rejets thermiques qui sont produits par les centrales nucléaires. Alors, cette diapositive montre finalement ce cadre réglementaire. Donc, c'est les grands pavés bleus et jaunes. J'ai représenté ici deux cas de figure. La centrale nucléaire de Saint-Alban, comme le disait M. Guillot, qui est en circuit ouvert, et la centrale nucléaire de Golfech, qui, elle, est en circuit fermé. Le cadre réglementaire, il est fixé par des limites permanentes qui sont encadrées par l'ASN dans des décisions. Et aujourd'hui, il y a deux types de limites. Il y a des limites en conditions climatiques normales. On voit que pour chacune d'elles sont affectées d'une température maximale à l'aval dans l'environnement, donc une température à ne pas dépasser, et un échauffement, c'est-à-dire la différence de température entre l'amont et l'aval. Pour respecter ces limites de rejet thermique, si la température à l'amont est trop élevée, la centrale nucléaire doit alors moduler, réduire sa puissance, et ça peut aller jusqu'à l'arrêt de l'installation. Le retour d'expérience de l'été 2023 a permis d'introduire un deuxième jeu de limites, c'est celui en jaune. Alors pardonnez-moi, ce n'est pas très lisible. Ce sont des limites qu'on appelle les conditions climatiques exceptionnelles, donc qui donnent en général 1 degré de plus par rapport aux limites en conditions climatiques normales. Mais ces limites ne peuvent être activées que sur requis du réseau de transport d'électricité, RTE, s'il y a besoin de maintenir le réacteur à une puissance minimale pour assurer la sécurité du réseau. Donc c'est vraiment un requis, enfin c'est vraiment un type de température qui n'est activé qu'à la carte et pour un besoin très particulier. Eh bien, l'été 2022 a montré que malgré ce cadre, on ne pouvait pas répondre à un enjeu de nécessité publique qui a été exprimé alors par le gouvernement, qui était celui de maintenir pour certaines centrales nucléaires une puissance minimale pour la sécurité du réseau. Et un autre motif s'est ajouté au cours de l'été, c'est celui d'économiser les ressources hydroélectriques et gazières, comme je le disais dans ma diapo précédente, qui ont présenté des tensions, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Eh bien, pour répondre à cet enjeu de nécessité publique, l'ASN a pris un autre jeu de limites, donc c'est celles qui sont fixées en orange. Les limites ont été prises par des décisions temporaires, donc elles étaient limitées dans le temps et pour un besoin et un objectif très particulier. Et là, du coup, un autre jeu de limites a été pris. Associé à cela, l'ASN a prescrit à l'exploitant une surveillance renforcée de l'environnement. Et c'est ce qu'a nourri le bilan de l'été 2022 qu'a présenté M. Guillot dans sa diapositive. L'été 2022 a également été un été avec des situations d'étiage très particulières. On a vu finalement à la télévision les images de la Loire. Il faut savoir que la gestion des effluents liquides est également quelque chose qui est encadré par l'ASN, puisque les centrales nucléaires ne peuvent rejeter leurs effluents qu'au-delà d'une limite de débit du cours d'eau. J'ai présenté sur le tableau en rouge toutes les limites qui sont affectées à des sites de 1300 MW qui sont en bord de rivière. On voit, ça va de 30 à 255 mètres cubes. J'ai présenté dans la dernière colonne les débits minimaux qui ont été observés à l'été 2022. Et on voit que pour certains d'entre eux, on a impacté les limites de rejet débit. Qu'est-ce qui a dû se faire ? Eh bien, les centrales nucléaires n'ont plus étaient en capacité de rejeter leurs effluents, et ils ont dû les entreposer dans des réservoirs qui ressemblent à peu près à la photo qui est présentée ici. Donc un autre point de contexte. Quel est le retour d'expérience que tire l'ASN de cet été 2022 qui a été particulier ? Le premier, c'est celui d'améliorer la préparation des périodes estivales. Pour cela, il nous a semblé nécessaire de renforcer la préparation des acteurs, d'identifier en amont et dès le printemps les sites sensibles qui pourraient présenter des difficultés et sur lesquels, potentiellement, il pourrait y avoir des besoins d'exprimer une puissance minimale, donc peut-être d'aller au-delà du cadre réglementaire. On essaie de dresser une cartographie, on ne le fait pas tout seul, c'est évidemment avec EDF que ce travail est réalisé. Et après, il y a une concertation qui est faite au printemps avec d'autres acteurs, Météo France, le ministère, pour avoir tout le monde autour de la table, pour préparer les organisations, pour qu'on soit en capacité de répondre en temps réel à des besoins qui pourraient être exprimés par le gouvernement sur ces questions-là.
Le deuxième point de retour d'expérience, c'est celui de pouvoir anticiper mieux les situations d'étiage prolongé qui pourraient se présenter à l'échelle de chaque site. Et pour ça, l'ASN a fait 2 demandes auprès d'EDF. La première, c'est que chaque centrale nucléaire se dote d'une organisation pour pouvoir anticiper une situation d'étiage, à la fois dans la gestion de ses effluents, c'est-à-dire les limiter autant que possible sur les périodes d'étiage, et aussi sur les capacités d'entreposage dont elle dispose, pour qu'elle ait un maximum de capacité pour pouvoir faire face à un été. La deuxième demande qui a été exprimée par l'ASN vis-à-vis d'EDF, c'est que chaque centrale puisse se réinterroger sur le dimensionnement de ses capacités d'entreposage. On voit que l'été 2022 a montré que sur certains sites, on arrivait potentiellement aux limites de capacité d'entreposage. Donc, comme entreposer, c'est la clé pour pouvoir protéger l'environnement pendant une période d'étiage, il faut pouvoir augmenter les capacités lorsque c'est nécessaire, et ça rejoint une recommandation de la Cour de compte qui a été exprimée dans son rapport. Le dernier point de retour d'expérience, et je conclurai par ça, c'est que la SN procède à des inspections sur les centrales nucléaires, où elle regarde en particulier ce point sur l'organisation des centrales nucléaires vis-à-vis des situations d'étiage. Voilà, et j'ai terminé. Bien, merci pour ces présentations. Je vous propose d'ouvrir sans plus tarder le temps d'échange avec le public connecté à ce webinaire. Temps d'échange qui durera 50 minutes, comme indiqué en introduction de cette réunion. Quelques règles au préalable. La priorité sera tout d'abord donnée aux questions posées à l'oral, mais une équipe présente sur le plateau ainsi que les garants analyseront en direct le chat afin que les questions qui auront été déposées par écrit sur le chat puissent être relayées à l'oral également. Nous prendrons les questions par série de 2-3 pour ensuite donner la parole aux intervenants présents sur ce plateau et aux intervenants qui sont aussi connectés à distance afin qu'ils y apportent des réponses. Merci de vous présenter en introduction de vos présentations et de bien penser à activer vos micros en regardant dans vos paramètres audio. Enfin, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais les expressions devront se faire dans le respect des uns et des autres et veiller à être constructives et argumentées. Je vous remercie, la parole est à vous. Et puis pour débuter ce temps d'échange avec le public, je signale la présence d'étudiants connectés à distance, des étudiants de sciences politiques qui souhaitaient intervenir pour faire part de leurs questionnements sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc Manolo Clerc, je crois, si je prononce bien le nom, doit être connecté à cette réunion et nous vous proposons d'ouvrir votre micro pour vous donner la parole afin que vous puissiez intervenir. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir à tous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, c'est parfait. Oui, je vous remercie pour toutes ces explications qui sont très enrichissantes. Et donc, comme vous l'avez dit, moi je suis étudiant et j'ai travaillé un petit peu sur le nucléaire et plus particulièrement l'accès aux informations dans le secteur du nucléaire. Donc, je suis pas un spécialiste des procédures de réexamen, mais je me suis posé des questions, moi plus particulièrement sur le délai de 10 ans qui est fixé. Je remercie l'IRSN qui a déjà précisé que des mesures étaient prises normalement par EDF tous les 5 ans, mais moi je voulais vous demander, est-ce que 10 ans c'est vraiment une bonne chose, étant donné que le réchauffement climatique a des conséquences qui se manifestent de plus en plus fréquemment et que la connaissance scientifique, elle aussi, évolue rapidement. Donc voilà pour ma question. Eh bien, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions d'ailleurs après pour pouvoir les poser. On pourra vous redonner la parole et je me tourne vers les autres personnes connectées à ce webinaire pour savoir si d'autres personnes souhaitent prendre la parole. Vous avez le petit symbole main levée pour pouvoir faire signe à la régie que vous souhaitez prendre la parole. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou avis. Et je vois que la régie me fait oui de la tête. A priori, quelqu'un souhaite prendre la parole. Donc on vous la donne. C'est bon pour vous, côté régie ? Vous pouvez parler, votre micro est bien activé, monsieur ou madame, du coup je n'ai pas l'information. Bon, on va peut-être essayer avec une autre personne, si une autre personne... Ah, on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, on vous entend. La parole est à vous, allez-y. Ok, mon nom c'est Roger Spaus, chargé de campagne nucléaire de Greenpeace. J'aimerais poser 2 questions. La première est dans tout le processus de consultation et d'autorisation. Est-ce qu'il y aura des études d'impact réacteur par réacteur, donc des études
détaillée de l'impact du changement climatique potentiel. Et la deuxième question, ça concerne les diesels d'ultime secours qui ont certains paramètres dans lesquels ils doivent fonctionner, par exemple avec des températures élevées ou froides. Est-ce qu'avec les changements climatiques, ces paramètres doivent être éventuellement réévalués? Merci, monsieur. Une troisième personne, peut-être? Est-ce que je me tourne une nouvelle fois vers la régie? Est-ce qu'on a une troisième personne qui souhaite intervenir? Le micro apparemment est activé, donc vous pouvez prendre la parole. Vous nous entendez? Bon, on va réessayer peut-être plus tard. Je propose déjà de passer aux réponses à ces deux questions. Et puis on vous redonnera la parole dans quelques minutes, du coup. Alors je vois que l'IRSN faisait signe à un moment. Qui souhaite commencer? Alors il y avait la question sur le délai de 10 ans. Est-ce que finalement ce délai de 10 ans pour examiner un petit peu comment gérer les évolutions climatiques est suffisant? Et puis après, il y avait le processus de consultation. Est-ce que des études d'impact seront menées réacteur par réacteur ou centrale par centrale? Et puis après, sur les diesels de secours, ces conditions de fonctionnement. N'hésitez pas, EDF peut-être pour amorcer un début de réponse sur l'une de ces questions, et puis après je laisserai aux uns et aux autres le soin de compléter. Ok, merci. Bien écoutez, mais je pense d'abord au fait que ce que l'on appelle les inconvénients, l'impact sur l'environnement, notre impact sur l'environnement, eh bien c'est quelque chose qui est rentré dans les réexamens périodiques, au même titre que la sûreté, de façon plus récente que la sûreté. Et donc, on évalue aussi, finalement, l'impact du changement climatique sur les inconvénients que nous apportons au milieu, à l'environnement. On peut noter sur les débits une baisse lente des débits moyens sur 15-20 ans. Si on prend les débits de la Loire moyens sur 15-20 ans, on s'aperçoit que les débits en moyenne, ils ont baissé de peut-être 10% sur 20 ans. On voit aussi une évolution du débit du Rhône, un changement de débit au cours de l'année, une fonte peut-être plus anticipée, des débits très importants en hiver, un étiage plus prononcé en septembre-octobre. Donc on voit une évolution lente au cours de l'année des débits auxquels on était, entre guillemets, habitués. Alors il faut savoir néanmoins que les variations interannuelles liées simplement à la météo sont très importantes pour ce qui concerne les débits. Alors on a beaucoup parlé de l'année 2022, on pourrait revenir à l'année 2021 qui a juste précédé. En 2021, il a beaucoup plu et donc on n'était pas dans une problématique de canicule sécheresse. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une baisse lente et puis des variations interannuelles très importantes en tout cas pour ce qui concerne les débits. Voilà, donc nous, on considère que sur la partie environnementale, le réexamen, en tout cas le questionnement tous les 10 ans, nous paraît être adapté à l'évolution du changement climatique tel qu'on le perçoit aujourd'hui et tel que les modèles déclinés par le GIEC nous le font penser. Des compléments peut-être du côté de l'IRSN sur le délai des 10 ans, sur sa pertinence? Oui, alors je comprends très bien la question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est interpellé aussi par des records qui sont parfois impressionnants en termes d'écart par rapport à l'observé. On a pu voir plus 3 degrés par rapport à ce qu'on avait observé jusque-là autour de Dieppe, etc. Et c'est vrai que ça peut interroger sur la robustesse des extrêmes qui sont pris en compte. Et c'est là où je voulais répondre effectivement aux questions à la fois concernant la régularité, parce que du coup 5 ans permet quand même, dans une réévaluation que mène EDF dans la veille climatique, d'intégrer au fil de l'eau ces nouveaux records et de projeter dans les extrêmes cette connaissance récente. Et ça peut conduire à des révélations assez significativement variantes. C'est-à-dire que, par exemple, la température extrême, elle peut monter de 38 à 42 lors d'un réexamen. Donc, c'est significatif et c'est pris en compte grâce à cette veille climatique. Et après, il faut savoir que les extrêmes qu'on cherche à avoir, ils sont très rares. Donc, il faut bien capitaliser de l'observation sur le temps long pour arriver à faire ce type
ce type de calcul. Donc, c'est le sens de la veille climatique. Et puis derrière, la prise en compte de ces études dans la démonstration est aussi un calcul long. Et donc, on ne peut pas forcément le faire chaque année aussi rapidement que ça. Un complément du côté de l'ASN ou sinon on enchaîne sur les autres réponses? Je vais compléter. En fait, une personne s'est interrogée sur la production des études d'impact dans le cadre des réexamens. Alors, les études d'impact, elles sont produites à l'échelle du site, pas à l'échelle du réacteur. Il n'y aurait pas de sens de le faire à l'échelle du réacteur. En fait, c'est vraiment l'impact en matière d'inconvénients que présente une centrale sur son environnement. Et donc ça, effectivement, il y aura une étude d'impact qui sera produite dans le cadre du premier réexamen, du premier réacteur de chaque centrale. Et ces études d'impact, en fait, c'est des documents qui sont disponibles et que le public pourra consulter. Hervé Bodino, vous souhaitiez Oui, juste un complément pour finir, on avait 3 questions, donc on va essayer de répondre aux 3. Donc je répondrai à M. Spotz, je crois, concernant le dimensionnement des diesels du team secours. Je rassure M. Spotz, finalement, malgré les évolutions climatiques, le dimensionnement des DUS a été très largement pris. L'objectif, il ne faut pas oublier pourquoi EDF a été amené à construire ces diesels du team secours. C'était un des enseignements de l'accident de Fukushima, où on s'est rendu compte que finalement, il fallait absolument, sur une centrale, avoir la capacité de produire de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'une centrale nucléaire a besoin de refroidir son combustible en tout temps. Et donc, c'est souvent des pompes, et ces pompes sont électriques. Donc, il fallait absolument avoir un diesel qui tienne en toutes circonstances, que ce soit à la suite d'un séisme. Donc, il a été dimensionné pour tenir un très, très, très fort séisme. Je l'ai déjà dit, mais si malheureusement, il y avait un séisme d'envergure, il ne resterait que ça sur la centrale, le DUS serait là, mais à côté, ça serait la catastrophe. Mais également aux extrêmes. C'est-à-dire, c'est bien par rapport au séisme, mais c'est peut-être quand même pas ce qui est le plus probable en France. C'est certainement plus les évolutions climatiques de type tornade, très chaud, les canicules, les grands froids. Et donc, dans son conditionnement initial, on a veillé à ce qu'EDF prenne de grandes marges par rapport aux aléas climatiques. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, je pense que de mon vivant, je n'aurais pas besoin de voir d'évolution sur les DUS, parce que EDF a pris tellement de marge en termes de dimensionnement sur les températures, notamment, qu'il n'y a aucun des paramètres de dimensionnement à ma connaissance, et c'est ce qu'on a écrit, il n'y a pas besoin de revoir cela. L'autre point important, c'est la première question qui fait écho sur la suffisance des 5 ans ou des 10 ans. Il y a quelque chose de très intéressant que EDF a engagé. Alors, on va plus loin, Monsieur Guyon, on n'en a pas parlé, c'est normal parce qu'on est dans le cadre du RP4. Mais ce qui est très intéressant, c'est le réexamen suivant, le RP5, où EDF va aller beaucoup plus loin parce que là, on se rend compte que finalement, je vous ai expliqué qu'il faut tout le temps être sûr que finalement, les matériels importants pour la sûreté, ils aient tout le temps une température de fonctionnement auquel ils fonctionnent bien, qui soit inférieure à la température environnante, excusez-moi. Et bien là, plutôt que de faire une modification peut-être tous les 10 ans, si on voyait qu'il y avait une évolution, EDF, à chaque fois, il serait obligé d'upgrader, d'améliorer ses centrales. Et bien là, ce que EDF propose et ce qui est en débat actuellement, donc c'est pour le futur réexamen, ce sera le RP5, qu'on se réunira pour le RP5, c'est de faire des grosses modifications en rupture, de prendre beaucoup de marge pour ne pas y revenir. Et c'est plutôt pertinent parce que même si d'ici là, on va, comme l'expliquait Claire-Marie, sur des extrêmes, et ben ils seront couverts naturellement. Donc ça, c'est une démarche que EDF engage et qui est vraiment à souligner parce que ça va renforcer intrinsèquement les centrales et donner de la marge par rapport à tous ces aléas climatiques, où même si les chercheurs du GIEC ont des modèles, ben on voit bien que c'est entaché d'une certaine incertitude et ça permettra de couvrir ces incertitudes dans les années à venir. Merci. Bien, je note qu'on a répondu aux 3 questions. Donc, on va pouvoir redonner la parole au public. Et une personne souhaite s'exprimer à l'oral. Et puis après, je vous propose peut-être de relayer une question déposée sur le chat. Mais bon, la régie active le micro de la personne en question. Donc, prenez la parole. On vous écoute. Oui, merci. Guillaume Blavette de France Nature Environnement. Oui, j'aurais 3 questions à poser aux intervenants. La première concerne les risques de submersion. Nous sommes beaucoup ce soir présents à cette réunion de Seine-Maritime et la centrale de Penly est particulièrement exposée. Dans quelle mesure cela est-il pris en compte alors que le GIEC normand ne cesse de réévaluer les surcotes qui risquent de survenir au cours des décennies suivantes? Nous avons des inquiétudes à ce sujet. On n'a pas été jusqu'alors convaincus par les réponses de l'exploitant. Ensuite, on parle de choses très, très convenues, mais il se trouve que les réacteurs de 1300 MW
présentent des enceintes en béton. Elles accusent le coût. Il y a des phénomènes de calcification qui ont été identifiés. Je vous renvoie à des études de l'IRSN notamment. Dans quelle mesure l'accumulation de canicules impactera la robustesse de l'enceinte externe et en particulier du dôme? J'ai cru voir passer un document de l'IRSN sur la problématique spécifique des dômes des 1300. J'aimerais bien avoir des précisions de la part de l'Institut à ce sujet. Et enfin, il y a un maillon faible dont on n'a pas parlé, ce sont les postes électriques. Les postes électriques sont particulièrement sensibles aux fortes chaleurs. On a beaucoup parlé de perte de sources froides, mais la perte de sources électriques peut être très problématique en exploitation et surtout en situation dégradée. À Panly, l'exploitant RTE change le poste. Qu'en est-il pour l'ensemble de la campagne VD4? Faudra-t-il attendre la fameuse VD5 pour qu'il y ait une mise à niveau des postes électriques de manière à résister à des canicules de plus en plus fréquentes? Voilà quelques questions. Je vous remercie. Merci, monsieur. Une autre personne peut-être à l'oral, ou sinon je relais des questions posées à l'écrit, par écrit sur le chat. Notamment une question qui était, alors là peut-être très précise, vous verrez si vous avez la réponse ou pas, sur le tonnage de poissons tués par les tambours filtrants. Donc première question. Et puis si je continue avec une deuxième question sur le chat, si l'on met de côté le coût des investissements nécessaires, l'adaptation au changement climatique mériterait-il néanmoins des travaux pour protéger les centrales des agressions externes climatiques? Et oublions le coût et pensons au principe de précaution. Non. Voilà, l'idée est de savoir finalement le coût, mais finalement pas, que ça soit pas une limite en tout cas, que le coût ne soit pas limitant. J'ai l'impression que c'est le sens de la question. Je vous propose maintenant de répondre aux questions qui ont été posées. Alors peut-être aux questions de Guillaume Blavette pour EDF, sur notamment les risques de submersion, en prenant l'exemple de la centrale de Panly, la robustesse de l'enceinte externe, etc., le dôme. Le poste électrique aussi, voilà. Écoutez, je vais tenter une réponse sur les postes électriques de Panly. À confirmer peut-être a posteriori, mais il est prévu de remplacer les postes électriques de Panly vers 2030-2031. Panly a une configuration assez particulière en termes d'évacuation d'énergie, avec des lignes haute tension, enfin très haute tension qui passent juste au-dessus des postes. Et donc la coupure de cette ligne très haute tension, le départ de la source électrique est assez complexe à Panly. Voilà. Et de mémoire, c'est 2030-2032, c'est là qu'on va remplacer les postes. Madame Noville. Non, c'était juste pour demander à ce que les questions qui sont posées soient, si possible, remises dans leur contexte pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un poste électrique et qui ne comprennent pas l'enjeu de la question qui est posée par un, entre guillemets, spécialiste oui. Comme Guillaume Blavette. Voilà. Merci. J'espère que je ne marche pas sur les plates-bandes des garants. Peut-être je peux compléter un tout petit peu pour ceux qui ne connaissent pas bien. Derrière l'alternateur, finalement, c'est exactement comme la dynamo du vélo qui permet de produire l'électricité pour allumer vos lumières sur votre vélo. Là, derrière l'alternateur, on a un poste de transformation électrique parce qu'on va transformer l'électricité en une électricité très haute tension à 400 000 volts. La raison du 400 000 volts, pourquoi 400 000 volts? C'est parce que quand on transporte de l'électricité à très haute tension, eh bien, on a beaucoup moins de perte d'énergie dans les câbles quand on les transporte partout en France. Pour compléter, au Canada, où il y a des très grandes distances entre les centrales hydroélectriques et les villes, eh bien, au Canada, c'est là qu'ils ont les tensions les plus élevées, ils sont à 1 million de volts. Nous, c'est 400 000, au Canada, c'est 1 million. Et tout ça, c'est pour la seule raison, une seule raison, c'est limiter les pertes électriques. Et donc, sur le réseau très haute tension français, nous avons à peu près 2,5% de pertes de l'électricité au cours de son transport à travers la France. Donc, c'est très peu. Et alors, les postes qui permettent d'élever cette tension, eh bien, il faut les remplacer. Et ceux de Panly, c'est prévu pour 2030. Voilà. Sur les risques de submersion, la robustesse de l'enceinte, je vois que l'IRSN me fait signe.
Oui, on peut donner quelques éléments. Alors, les centrales de Penly et Paluel, elles sont protégées, comme l'ensemble des centrales de bord de mer, elles sont protégées contre les risques de submersion en définissant là à nouveau une situation extrêmement rare et en vérifiant que les protections sont suffisantes contre cette situation. Alors, cette situation est définie comment ? On envisage une marée astronomique, une marée maximale, donc au-delà des marées d'équinoxe, c'est vraiment la marée maximale. Et on ajoute sur cette marée, alors, deux choses. Les surcotes, ce qu'on appelle les surcotes, c'est les différences de niveau entre ce qu'on observe vraiment et ce qui a été prédit par les marées, dans l'annuaire des marées, si vous voulez. Et cette différence, elle peut être liée au fait qu'il y a du vent localement, une dépression qui change un petit peu le niveau. Et cette surcote, en fait, elles sont calculées. On les observe au cours du temps et on peut évaluer des surcotes extrêmement rares. On parlait tout à l'heure de probabilité. Donc là, c'est des surcotes, on peut appeler millénales, qui ont une chance sur 1000 de se produire chaque année. Donc vous imaginez qu'on fait la somme de la marée maximum qu'on peut calculer de cette surcote millénale. Et alors, par rapport au changement climatique, sont pris en compte en plus, de façon à couvrir l'évolution du niveau marin moyen sur la période de réexamen qui arrive, 20 cm en plus de majoration. Donc là, on a un niveau extrême, très très rare. Et sont pris en compte également des vagues, puisqu'on sait que dans les conditions de tempête, on aura non seulement une élévation un peu de ce niveau lié aux surcotes, mais aussi des vagues très très rares, donc des vagues qui sont propagées jusqu'à la côte pour évaluer l'ensemble des franchissements possibles et regarder si les protections, les niveaux de digues, les niveaux de protection aux abords des bâtiments sont bien suffisants. Et sur l'enceinte ? Alors, sur l'enceinte, je pense que c'est M. Blavet qui posait la question. Donc, effectivement, on était amené à faire des avis que vous avez pu retrouver sur notre site Internet, je suppose. La particularité des réacteurs de 1300 MW, effectivement, c'est qu'il y a deux enceintes superposées. On l'a déjà évoqué dans le cadre de nos webinaires, un peu à la méthode des poupées russes ou gigones, l'une par-dessus l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était amené, dans le cadre des groupes permanents liés au retour d'expérience, à se rendre compte que finalement, on estimait que EDF pouvait optimiser la maintenance et les contrôles de ces enceintes. Et notamment, à Penly, on avait vu un petit arbre qui avait poussé tout en haut. Donc, on s'est dit, de temps en temps, il faut aller couper les arbres et bien vérifier que l'enceinte extérieure ne se dégrade pas. L'enceinte extérieure, finalement, elle est réparable, ça pose pas de problème, c'est du béton. Je crois qu'on entend un peu du côté d'EDF certaines... réparable. Et ce qu'on a pu émettre aussi comme recommandation, c'était le cas dans des réexamens, c'est par rapport à l'enceinte interne, qui a déjà été évoquée par EDF, où là, dans un cas d'accident grave, parce que l'objectif, c'est tout le temps d'avoir un confinement de la matière radioactive, le béton étant poreux, EDF fait des actions, on va dire, de colmatage avec des pots composites pour tout le temps garantir la meilleure étanchéité de ces enceintes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait été aussi amené à faire des recommandations. Dans le cas du réexamen, c'est des choses qui sont réévaluées. Et je le rappellerai, je crois qu'on l'a déjà évoqué avec M. Intissar lors du webinaire précédent lié au vieillissement. Il y a un critère à chaque visite décennale, tous les 10 ans, où il y aura le principal arrêt. Donc, quand le réacteur aura 40 ans, eh bien, l'exploitant aura obligation, sous contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, de gonfler son enceinte et de contrôler finalement l'étanchéité de l'enceinte. Donc, s'il y a un problème sur l'enceinte, c'est rédhibitoire. Le réacteur ne peut pas redémarrer. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et pour compléter ce que M. Guillot a dit sur les postes électriques, oui, il y a une spécificité à Penly. Je pense que c'est ce qu'avait en tête M. Blavet, si j'ai bien en tête. Il y a une rénovation qui va être engagée pour deux raisons. D'une part, au titre du vieillissement, les isolations, on s'est rendu compte que sur les postes de Penly, il y avait quelques fuites de SF6 et ça gênait des indisponibilités. Et donc, excusez-moi, c'est le gaz qui est au sein de la partie qui isole la grosse partie électrique de 400 000 pour éviter qu'il y ait un court-circuit. Et ce SF6, il est très mauvais pour l'environnement. C'est comme les gaz à effet de serre. Donc, il est absolument primordial qu'il n'y ait pas de rejet dans l'environnement. Et au-delà de ça, s'il y a une fuite, à un moment, il y a un gros court-circuit. Qui dit gros court-circuit sur du 400 000 kV, comme l'a expliqué M. Guillot, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Il y aurait une ruine de ce fameux gros transfo. Donc, pour la disponibilité et deux, pour l'environnement. L'exploitant avait pris, dans le cadre d'expertise qu'on a été menée il y a 3-4 ans, à rénover d'une part
vis-à-vis de l'environnement et sa disponibilité des réacteurs, les postes de Penly, mais également en prévision, s'il y avait la survenue, la construction de nouveaux réacteurs, comme l'a très justement expliqué M. Guillot, la distribution électrique, c'est-à-dire spatialement comment les lignes 400 000 sont mises sur le site. Si on construit 2 autres réacteurs EPR2, ça posera problème. Donc il fallait anticiper cette redisposition des lignes 400 000 qui évacuent l'énergie vers le réseau de manière, d'une part, à pouvoir faire de la maintenance telle que l'exploitant le veut sur les réacteurs 1 et 2 de Penly, et ainsi ne pas pas gêner la construction de réacteurs s'ils devaient venir à l'avenir. Voilà. Merci. Je pense qu'on a parcouru, enfin, vous avez donné des éléments de réponse pour les interrogations de M. Blavette. Il reste 2 questions qui ont été relayées sur alors, le tonnage des poissons tués par les tambours filtrants. Alors, si ce n'est pas le tonnage précis, peut-être expliquer comment ce sujet-là est géré. Et puis après, la question du coût, donc par rapport à quel investissement pour gérer tout ça et être à la hauteur des enjeux. Alors, sur les impacts sur les poissons, bah écoutez, je vais faire une réponse. Alors, elle ne sera pas complète. Je n'ai pas en tête précisément le tonnage de poissons retenu par les tambours filtrants de Penly. Alors, peut-être d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qu'est-ce que c'est un tambour filtrant? Voilà. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de l'eau de mer ou de l'eau de la rivière pour refroidir l'installation. Essentiellement pour refroidir l'installation. Quand c'est l'eau de mer, c'est uniquement pour des refroidissements. Cette eau de mer, avant de rentrer dans les circuits, dans les tuyauteries de l'installation, eh bien, on va la filtrer. On va la filtrer pour éviter que les algues qui arrivent dans le chenal d'Amnée ne soient entraînées à l'intérieur des circuits, ne soient aspirées. Alors, on va de cette façon-là filtrer avec des gros tambours rotatifs avec une maille de l'ordre de 2-3 mm. Et donc, toutes les matières qui arrivent sur ce gros système de filtration, dès lors qu'elles ont une dimension supérieure à quelques millimètres, eh bien, elles vont rester prisonnières à la surface du tambour filtrant. Et ensuite, on a des jets d'eau qui permettent de récupérer dans des goulottes toutes ces matières qui pourraient colmater les tambours filtrants. Et ces matières, elles sont ensuite renvoyées dans la mer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les algues, on va trouver éventuellement des morceaux de bois qui peuvent flotter, des cordages. Et puis, bien sûr, on va trouver les petits poissons qui ne peuvent pas lutter contre la vitesse de l'eau une fois qu'ils sont arrivés dans le chenal d'Amnée, une fois qu'on est à la proximité des aspirations d'eau, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aspiration, c'est 40 mètres cubes par seconde par tranche. Il y a 2 tranches, 80 mètres cubes par seconde. Donc, c'est vraiment une vitesse, un courant important quand on est juste devant ces tambours filtrants. Alors, ce que l'on fait, puisqu'on fait des choses, la première chose, c'est de compter. Et donc, on a eu des opérations de comptage encore assez récemment dans le cadre de l'installation de PR2 sur Penly. On a compté pendant une année, à raison de 3-4 jours, 24 heures sur 24, par mois, les poissons pour avoir une évaluation des poissons qui sont faits prisonniers au niveau de ces tambours filtrants au cours de toute l'année. Donc quand ils sont juvéniles au printemps et puis après quand ils sont plus grands. Et puis évidemment les gros poissons on ne les retrouve pas puisque eux ils ont les capacités de ne pas se faire piéger. Voilà. Ce sont des tonnes de poissons qui arrivent jusqu'au tambour filtrant et qui sont piégés. Alors ensuite ces poissons ils sont rejetés dans le milieu. Une partie d'entre eux survivent, d'autres pas. Alors après, la question, c'est l'impact. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la ressource ou pas? Pour cela, on a un contrat avec Ifremer qui nous permet de faire une surveillance du milieu au voisinage des centrales, Paluel, Flamanville, Penly, et puis plus loin dans le milieu. Et aujourd'hui, on considère avec Ifremer que l'impact de la mortalité d'une partie de ces poissons qui sont piégés n'a pas d'effet sur le milieu. Voilà. Les quantités, je ne peux pas vous les dire. Il y aura des informations dans l'étude d'impact PR2 qui va sortir fin
fin mai, voilà, très prochainement. Je ne garantis pas qu'il y ait précisément le tonnage annuel. Je crois que l'IRSN veut compléter. Donc, Non pas sur les tonnages, mais simplement dire que finalement, on se rend compte que la sûreté et l'environnement sont comme les deux mains, sont souvent liés. Et on se rend compte que finalement, l'objectif pour la sûreté, c'est que jamais ces fameux tambours filtrants soient colmatés. Pourquoi ? Parce que si ça se produit, il y a un automatisme et automatiquement, le réacteur, poum, game over, il arrête. On automatise. Et ça, c'est jamais bon en termes de sûreté, même si le dispositif il est là pour garantir la sûreté. Il faut que le réacteur, il ne s'arrête pas automatiquement. C'est fait qu'en extrême, c'est absolument nécessaire. Et donc, ce qui a été amené à faire l'exploitant pour éviter justement ces arrêts automatiques, s'il y avait tous les petits poissons, s'il y avait des colmatants qui arrivaient dans le canal d'Amné, parce que l'aspiration est tellement forte, eh bien, sur certains sites bord de mer, il a été amené à mettre en place des effaroucheurs pour éviter que les bancs de poissons arrivent devant justement le canal d'Amné et soient aspirés. Et donc, d'un coup, je veux dire, pour améliorer la sûreté, éviter cet arrêt automatique, on améliore l'environnement parce que tous les petits poissons, ils restent dans leur milieu et donc ils ne s'approchent pas de la centrale. Voilà, c'était juste un complément. Donc même quand on arrive à lier la sûreté et l'environnement, tout le temps. Jean-Louis Laure, garant de la concertation. Le micro marche, voilà. On vous entend. Oui, non, je rebondis sur cette question qui touche au fond à la biodiversité. Il y a une question sur le chat qui demande si l'augmentation des températures nécessite l'utilisation de produits phytosanitaires. Je complète en fait la question en disant est-ce qu'on utilise déjà des produits phytosanitaires pour traiter l'eau ? Mais la question est plutôt est-ce qu'on va en utiliser d'une façon générale et est-ce qu'on va en utiliser plus ? Et quels sont les impacts de cette utilisation sur la qualité de l'eau ? Je vous propose de poursuivre effectivement sur ces impacts un peu sur le milieu et sur les écosystèmes, et puis après on répondra à la question sur le coût et l'investissement pour pouvoir garantir ce principe de précaution face aux aléas climatiques. Qui poursuit du coup sur le phytosanitaire, l'utilisation de produits de ce type ? Je vais commencer la réponse et je laisserai M. Guillot, côté EDF, la compléter. L'usage de produits de phytosanitaires, je pense, la personne qui a posé la question fait référence en fait au traitement qui peut être fait dans l'eau du circuit de refroidissement à visée biocide, c'est-à-dire empêcher que dans les circuits se forment des colonisations de légionelles ou d'amibes qui ensuite peuvent être rejetées dans l'environnement. Les légionelles seraient rejetées dans l'environnement par le panache des tours aéroréfrigérantes et les amibes, elles, seraient rejetées par les purges donc de la centrale, des rejets thermiques, donc directement dans l'eau. Pour lutter contre ces colonisations, EDF a recours à des traitements à base d'eau de javel et d'ammoniac. Donc je pense que c'est ça les produits phytosanitaires qu'évoque monsieur. Il faut savoir que l'usage de ces traitements, il est limité par des limites spécifiques qui sont fixées par l'ASN et qui garantit que cet usage-là n'a pas d'impact ni sur l'environnement ni sur la santé humaine. Donc il y a des limites. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'avec les périodes de réchauffement, ces périodes de traitement peuvent être plus longues dans l'année. Ce n'est pas une intensité plus marquée, c'est juste que habituellement, ces périodes de traitement, elles commencent en mai, elles se terminent en septembre. On voit que certains sites les activent dès avril et les poursuivent jusqu'en octobre. Voilà aujourd'hui ce que l'on observe. Tout ça dans le respect des limites qui sont fixées par l'ASN pour respecter qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Merci. Je vous propose peut-être... Je peux compléter un tout petit peu. Rapidement pour très rapidement. Revenir assez rapidement aussi vers le public. Qui Bien sûr, très rapidement pour dire... La réponse peut être complétée avec les sites bord de mer puisqu'on fait aussi de l'électrochloration. Donc on injecte du chlore pour éviter le développement des mollusques, des moules en particulier, à l'intérieur de nos circuits. Voilà. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui, avec des échauffements qui ne dépassent pas 1 degré, d'évolution significative sur les sites bord de mer, mais sachez que nous travaillons à des nouveaux procédés, un peu les procédés, les peintures sur les coques des bateaux, qui évitent que les organismes s'accrochent. Eh bien, on teste aussi sur nos installations. Les mêmes, alors ce ne sont pas les anodes, ça c'est autre chose, mais on teste des peintures spéciales qui empêchent les organismes vivants de s'accrocher et pour éviter ou limiter justement l'électrochloration qui, elle aussi, se fait du printemps à l'automne et pas en hiver, puisqu'en hiver, les températures sont trop basses et les organismes ne se fixent pas. Merci. Sur la question du coût, alors,
les investissements à apporter pour pouvoir faire face aux enjeux en matière d'adaptation au changement climatique. Qui souhaite commencer aussi? Une vaste question, j'imagine. Je vais juste me lancer, parce que j'ai déjà abordé la question tout à l'heure en disant que dans le cadre du 5e réexamen périodique, donc celui d'après, EDF commence à nous présenter un grand nombre de modifications pour donner de la marge. Donc je veux dire que ce n'est pas une question de coût, parce que vu l'ampleur des travaux qu'EDF envisage, je pense que la question ne se pose pas. Si la question s'était posée, il ne serait pas amené à nous présenter finalement de grandes modifications pour se redonner de la marge vis-à-vis des températures, par exemple. Donc voilà, en tout cas dans les expertises qu'on était à mener, on n'a jamais eu le discours de l'exploitant qui dit ça je ne peux pas faire parce que ça coûte trop cher. On n'a jamais eu cela. Quand il y a besoin de faire, c'est fait. Voilà. Je laisserai EDF bien évidemment compléter par rapport à cela. Alors, Rizlan Bibaoui de la Cour des comptes souhaite apporter un complément. Oui, effectivement, c'est pour rebondir. Nous, lors de l'instruction, dans le cadre de l'instruction, effectivement, on a regardé ce coût de l'adaptation. Et comme je l'ai rappelé dans la présentation, il est pour le moment difficile encore à mesurer. Donc, on a poussé au sein de les recommandations de la Cour ont poussé justement pour qu'on identifie encore plus ces coûts de l'adaptation. Et effectivement, ça n'a jamais été quelque chose de limitant. En tout cas, dans le cadre de l'instruction, on n'a jamais eu comme réponse une limite portée sur le coût de l'adaptation. Par contre, il y a une vraie faiblesse dans l'identification aujourd'hui des coûts de l'adaptation aujourd'hui et projetés, c'est-à-dire à terme. Bien, merci pour cette réponse. Je propose de reprendre une série de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à l'oral? Et sinon, nous avons d'autres questions qui ont été déposées sur le chat et que je pourrais relayer. Est-ce qu'un volontaire pour prendre la parole? A priori, oui, me fait signe la régie. Vous pouvez activer votre micro et la parole est à vous. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend. De loin, mais on vous entend. Bonjour, Coralie Pinault de l'Ancli, alors pas tout à fait grand public. J'avais juste des questions, c'est en lien notamment là, avec les peintures qu'on vient d'évoquer, les peintures qui sont utilisées sur les bateaux et qu'on pourrait utiliser pour les réacteurs. Je voulais savoir justement si dans le cadre des activités de recherche et développement d'EDF, il y avait des innovations technologiques qui étaient en cours de développement pour répondre au changement climatique. Et question subsidiaire, est-ce que dans les pays qui ont où il fait beaucoup plus chaud et qui ont également des réacteurs nucléaires, ils ont sans doute des techniques ou des technologies un peu particulières. Est-ce que EDF compte utiliser des techniques qui sont utilisées ailleurs et si oui, lesquelles? Merci. Une autre personne pour prendre la parole? Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, Joël Odiger de la CLI de Nogent. Là, le 4e réexamen des réacteurs 1300 MW sera fait sur la base de l'EPR de Flamanville, mais cet EPR n'est toujours pas en fonctionnement, donc sans retour d'expérience. En ce qui concerne la sécurité, qu'en est-il des piscines qui ne sont pas construites comme celles de l'EPR et ne bénéficient pas des mêmes conditions de sécurité? À ma connaissance, sur certains sites, il est prévu des prélèvements dans les nappes phréatiques afin de continuer à alimenter la source froide. La source froide. Que se passera-t-il dans le cas de nappes phréatiques très basses et notamment le quid de l'alimentation en eau de la population? Merci, monsieur. Je propose de relayer maintenant une question du chat de François Lafourcade. La quantité d'eau prélevée dépend-elle de la température de l'eau en amont de la centrale? Peut-être qu'EDF pourra préciser ce point-là. Et puis sinon, je vous propose de répondre aux questions. Donc, Coralie Pinault de l'Ancli. Et puis après, donc, monsieur à l'instant qui parlait donc, de la question de piscine et de prélèvement dans les nappes phréatiques. Et comment finalement on alimente aussi les populations si on vient prélever dans les nappes phréatiques. Mais écoutez, je peux commencer une réponse sur
les traitements anti-fouling, je crois que ça s'appelle comme ça, qui peuvent être installés à l'intérieur des tuyauteries. Donc sachez que la R&D d'EDF accompagne l'exploitant et compte tenu de la montée en puissance des problématiques autour de la ressource en eau, eh bien, nos services de R&D travaillent de plus en plus sur changement climatique et puis également ressources en eau et également traitement de l'eau. Donc on a un projet qui s'appelle RESSO, ressources en eau, et un projet qui s'appelle TRETO, traitement de l'eau. Alors le projet TRETO, eh bien, il a installé sur un site bord de mer, alors je crois que c'est Gravelines, des petites boîtes qui sont installées dans les tuyauteries avec différents types de revêtements. Et puis, on fait des tests. C'est tout neuf. C'était en 2023. En 2024, on fait ces tests-là en relation avec d'autres entreprises intéressées, avec la Marine nationale, qui utilise aussi des peintures et qui, pour des questions de discrétion, etc., a besoin d'avoir aucun organisme sur les coques. Il faut qu'elles restent bien lisses, etc. Donc, on fait ces travaux de recherche avec eux. Voilà, ce sont des travaux qui sont en cours. Ensuite, que se passe-t-il finalement sur les centrales qui sont dans des pays plus chauds ou avec des stress hydriques plus importants? Eh bien, je citerai le fait que dans le cadre du projet ADAPT, adaptation au changement climatique, nous avons eu une délégation sur le site de Palo Verde aux USA. C'est une centrale nucléaire qui est située à côté de Phoenix, dans l'Arizona. Cette centrale nucléaire, elle est en plein milieu du désert et la seule eau qu'elle utilise, ce sont les eaux de la station d'épuration de l'importante ville de Phoenix. Donc, on est allé voir sur place, finalement, comment une centrale nucléaire, ça peut fonctionner dans un milieu désertique. Nous sommes allés également à Almaraz, plus près de nous, dans le nord de l'Espagne, également pour faire du benchmarking entre, finalement, comment ça fonctionne chez nous et comment ça fonctionne chez eux, avec une eau avec une température plus élevée. Et puis, il est prévu d'aller à l'automne à Baraka, aux Émirats Arabes Unis, là également pour visiter une centrale thermique classique. Voilà, mais là également dans un environnement. Merci. Il y a déjà quelques leçons qui peuvent être tirées de ces 3 visites? Oui, bien sûr. Alors, on a identifié des choses qu'on pouvait récupérer chez nous, déjà sur tout ce qui concerne les groupes froids. Puisque les groupes froids, dans un environnement très chaud, c'est vraiment essentiel. Les groupes froids Alors, les groupes froids, ce sont les gros froids. Les groupes froids, ce sont les groupes qui permettent de réfrigérer les locaux. Les climatiseurs, pour parler simple. Voilà. Donc, on a des gros climatiseurs dans nos installations pour maintenir les températures à une température inférieure à une température limite, qui garantit le bon fonctionnement des matériels. Et on a appris beaucoup en allant voir comment les groupes froids sont installés, conçus, entretenus dans ces pays chauds. Voilà. Pour un exemple. Madame Baoui, oui. Oui, je voudrais juste rajouter un point là-dessus, parce que c'est un sujet auquel on s'est intéressé vraiment fortement dans le cadre de nos 2 rapports, à savoir les comparaisons internationales. Donc, vous avez cité Palo Verde, Baraka, etc., etc. Donc, effectivement, nous, on s'était également posé cette question. Donc, je renvoie vraiment au rapport de la Cour des comptes. On a des chapitres qui y sont consacrés. C'est certainement parmi les chapitres les plus intéressants du rapport. Donc, vraiment, il y a des éléments, enfin, tous les éléments qui ont été dits aujourd'hui sur le sujet ont été repris dans un des chapitres du rapport. Voilà. Merci. Pour compléter et répondre à l'ensemble des questions, donc en termes de R&D, j'avais également lu et quelque chose de très prometteur, finalement, je crois qu'EDF, en lien avec le fameux MIT, l'université américaine, de l'aérosec, M. Guyot et Mme Bidaoui l'ont bien présenté. Quand on a un circuit fermé, finalement, on prélève moins dans le fleuve, mais c'est là qu'on va consommer le plus parce qu'il y a la phase d'évaporation. Imaginez que vous arrivez à capter ce nuage de vapeur qui part dans le ciel, en filtrant et en captant ces petites gouttelettes, finalement, vous auriez plus cette consommation, finalement, et donc on serait sur un cercle vertueux où, finalement, l'eau du circuit tertiaire, le fameux circuit là, qui n'est pas du tout en contact avec la matière radioactive, mais qui permet, là, finalement,
de condenser cette eau dans le condenseur, hein, c'est son rôle, hein, la fameuse vapeur qu'a expliqué M. Guillot sur son petit schéma de début du webinaire, eh bien, ça serait vraiment vertueux parce qu'à ce moment, on serait à l'infini, il n'y aurait plus de consommation vis-à-vis de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est en expérimentation, M. Guillaume le confirmeur, je crois, à Bugey. Alors, c'est en page 22. Ah, bah voilà. Des slides complémentaires. Alors, allez. Voilà, on vous l'affiche dans quelques petites secondes. Et puis l'autre point, je vous inciterai aussi à être direct aussi dans les réponses parce que le temps file et moi je vais répondre sur la sécurité, Hugo, concernant finalement les piscines d'entreposage du combustible. Il y avait une question qui était évoquée. Alors ça, c'est une évolution du cas effectivement du RP4 récent. L'objectif, c'est pas aller de pomper dans les nappes phréatiques tout le temps. C'est même jamais, j'ai envie de dire. C'est uniquement en cas d'accident grave où on aurait perdu toutes les sources normales de refroidissement. Ça, c'est un enseignement Fukushima où on s'est dit, ce jour-là, alors je crois que c'était quelqu'un de la CLI de Nogent qui expliquait, on imagine qu'à Nogent, on n'est plus en capacité de pomper l'eau dans la Seine, hein, parce que c'est ça. La station de pompage, elle est HS, elle est détruite. Et donc, du coup, on sait qu'absolument, on a ces images tragiques en tête où on voyait finalement les pompiers de Fukushima désespérément mettre de l'eau dans les piscines de combustible pour éviter que le combustible soit découvert et donc parte en fusion. Eh bien, c'était d'avoir une source ultime. Et c'est ce que DEF va faire dans le cadre du 4e réexamen, non pas pour des questions environnementales, mais vraiment de sûreté. Et donc, ces pompages en nappe phréatique, la seule utilisation qui va en être faite, finalement, c'est pendant les essais périodiques pour s'assurer que la pompe, elle fonctionne bien, qu'elle est là le jour J. Et c'est quelques mètres cubes qui seront pompés, mais bien évidemment, ce n'est pas de prendre de l'eau dans la nappe phréatique au détriment des populations de l'eau potable. Ce sera pour éviter le jour J un accident nucléaire. Voilà, l'accident grave. Ça n'a pas vocation du tout à fonctionner tout le temps. Voilà. Il y avait une autre... Mais c'est une vraie évolution de sûreté. Alors, voilà, vous avez la slide, effectivement, enfin la diapositive qui s'affiche à l'écran, donc je vous laisse la commenter, Pascal Guillot d'EDF. Et puis après, il y avait une dernière question, je la rappelle juste pour qu'on l'ait bien en tête, hein. La quantité d'eau prélevée dépend-elle de la température de l'eau en amont de la centrale? Et puis on reprendra après une série de questions et le temps file. Eh bien, très rapidement... Donc, nous avons passé un contrat avec une start-up du MIT et nous testons actuellement sur le banc Mistral. Le banc Mistral, c'est notre banc d'essai des tours aéro-réfrigérantes. Donc, à chaque fois qu'on veut tester un nouveau procédé, sur le site de Bugey, on a les moyens pour cela. L'objectif, c'est de récupérer à travers un procédé qui ressemble à des grillages dans lesquels on fait passer de l'électricité. Et à ce moment-là, les gouttelettes d'eau qui sortent de l'aéro-réfrigérant ont tendance à se fixer sur les grillages et à redescendre. On pourrait de cette façon-là récupérer entre 1 et 5% du panache. Ça peut paraître très peu, mais entre 1 et 5%, c'est suffisant pour tout ce qu'on appelle notre consommation d'eau industrielle, c'est-à-dire pour alimenter le circuit primaire et le circuit secondaire en eau. Voilà, ça c'est un procédé qui ne verra pas le jour industriellement avant pas mal d'années, 7-8 ans. Mais si ça fonctionne bien en 2024-2025, on a pour objectif de faire un essai sur une installation industrielle 100% sur le site de Bouchain, un site de thermique classique, parce que c'est plus facile d'installer ce genre d'installation sur un site classique thermique que sur un site nucléaire. Et ça, c'est prévu pour 2026-2027. Voilà. Pour ce qui concerne les quantités d'eau prélevées, eh bien, quand une centrale produit l'électricité, elle consomme toujours la même quantité d'eau. Et d'ailleurs, même sur les circuits ouverts, eh bien, la pompe, elle fonctionne toujours à la même vitesse, elle prélève toujours la même quantité d'eau, quelle que soit la puissance du réacteur. Et peu importe la température. Et peu importe la température. La seule chose qui nous contraint, c'est quand la température dépasse un seuil, 28 degrés à l'aval en général, eh bien, on doit limiter la puissance du réacteur quand c'est un circuit ouvert, voire arrêter ce réacteur pour ne jamais dépasser les 28 degrés à l'aval. Quand même, il fait plus froid l'hiver qu'en été, on est tous d'accord. On se chauffe plus en hiver qu'en été, même si en été, il y a la clim. Et donc, on a un certain nombre de réacteurs qui sont en arrêt pour maintenance l'été et beaucoup moins l'hiver. Et donc, d'un point de vue global, quand on regarde tout ce qui se passe sur le Rhône ou sur la Loire, où on a un ensemble de réacteurs, on va avoir sur la Loire un ensemble de réacteurs qui sont à l'arrêt pendant les mois chauds, juillet, août, septembre, et donc on va moins prélever. Pas parce qu'on a juste par réacteur, mais parce qu'on a plus de réacteurs en arrêt. Alors qu'en hiver, on aura 80% des réacteurs en service,
Et à ce moment-là, tous les réacteurs vont prélever. On va prélever plus en hiver. Mais en général, en hiver, on a plus d'eau et ça ne pose pas de difficulté. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup des périodes de crue, etc. Là, pour nous, les problématiques de ressources, c'est étiage, sécheresse. Merci. Il est 20h passées. Je vous propose de prendre une dernière série de questions. J'ai 2 questions du chat que je pourrais relayer. Et puis, il me semble qu'il y a d'autres volontaires pour prendre la parole. Donc, à travers le micro. La parole est à vous. Et si. Alors, ouvrez bien votre micro pour qu'on vous entende. Et si ça ne marche pas tout de suite, on pourra réessayer dans 3 minutes, ce qui fait que je peux vous relayer quelques questions qui ont été déposées sur le chat. Alors, une question était: l'exploitant a-t-il été confronté à des limites techniques pour répondre aux exigences de sûreté / protection de l'environnement face au changement climatique? Voilà. Et une autre question donc d'un représentant de UFC Que Choisir qui se demande s'il y a des enjeux spécifiques aux centrales en bord de mer, donc des enjeux en lien avec l'adaptation au changement climatique, j'imagine, puisque cette question avait été posée lors du précédent webinaire sur le vieillissement des installations, mais là c'est plutôt à travers le prisme de l'adaptation au changement climatique. Et est-ce que la personne qui souhaitait intervenir à l'oral a résolu son problème de micro? Non? Ou alors peut-être une autre personne qui souhaiterait intervenir à l'oral? Non, a priori non. Eh bien, je vous propose de conclure sur une 3e question issue du chat que je vous lis en direct. Comment prenez-vous en compte les données du service géologique national, en particulier les risques de submersion? Qu'en est-il de l'impact de la température de l'eau sortant de la centrale sur le milieu récepteur? Bon, voilà pour les 3 dernières questions que vous avez dû prendre en note du coup, et qui seront les 3 dernières questions de ce webinaire avant de conclure en donnant la parole à Christine Noiville pour un petit mot de conclusion. Je me tourne vers les intervenants en tribune pour savoir qui souhaite commencer. EDF ? Écoutez, je commence très, très simplement. Enjeu spécifique au site bord de mer, je pense à 2 choses. La montée du niveau de la mer, mais les gens de l'IRSN vont peut-être plus répondre sur ce risque. Et puis, c'est aussi l'approvisionnement en eau douce, pour revenir sur la ressource en eau, parce qu'on utilise beaucoup moins d'eau, mais l'eau qu'on met dans le réacteur et puis l'eau qui sert à produire la vapeur d'eau pour faire tourner les turbines, c'est de l'eau douce. Or, en bord de mer, on n'a que des petits fleuves côtiers, voire pas d'eau du tout quand on est pratiquement à Gravelines. Et donc, on va chercher l'eau un peu plus loin. Donc, on a un enjeu d'approvisionnement en eau douce dans la durée en lien avec le changement climatique. Donc, nous travaillons le sujet. Nous vérifions qu'à l'horizon 20 ans, 2050, 2070, eh bien, on aura toujours la capacité à s'approvisionner en eau en tenant compte des autres besoins des industriels, de la société civile, au voisinage, dans les régions concernées. Un complément sur ces enjeux spécifiques aux centrales en bord de mer? Alors, peut-être sur les aspects de prise en compte des risques de submersion. Donc, oui, on se coordonne en tout cas beaucoup avec, au sein de groupes de travail, dans les échanges scientifiques qu'on a avec d'autres acteurs nationaux qui traitent du risque, comme le BRGM, le CHUM, Météo France. Alors, à titre d'exemple, on partage des données historiques. Donc, on s'intéresse au futur, mais pour bien prendre en compte les risques à l'avenir, on s'intéresse aussi aux tempêtes, aux pires tempêtes du passé. Donc là, par exemple, il y a une base de données qui est publique, qui est administrée par l'IRSN, mais sur laquelle on partage des données qui ont été récoltées par différents organismes. Vous pouvez la trouver en tapant sur Google, base de données, tempête, submersion historique. Et donc, grâce à ce partage d'informations, effectivement, on essaye de fiabiliser l'évaluation des surcotes, des submersions qui peuvent être craintes pour les sites de bord de mer. Un dernier point, finalement, pour compléter ce qu'a dit M. Guillot, ce qu'on pourrait voir sur les bords de mer, c'est une recrudescence, finalement, des gros coups de vent, des tempêtes.
Encore récemment, au début d'année, il y a un site qui a dû arrêter ses réacteurs parce que finalement, la tempête, le coup de vent avait abîmé les lignes 400 000 et ces fameux postes électriques dont on parlait, là, les fameux gros transfos où on génère l'électricité de 400 000 volts, tout simplement par le battement des câbles qui avaient fait que ça avait abîmé la partie qui isole finalement l'électricité, et donc de ce fait il y avait des alarmes qui étaient apparues, donc l'exploitant avait été obligé d'arrêter ses réacteurs. Et d'un point de vue sûreté, c'est important parce que c'est aussi un des retours d'expérience de Fukushima. Je vous expliquais, c'est pour ça qu'on a construit ces diesels d'ultime secours, c'est qu'un réacteur tout le temps obligé d'être refroidi a besoin d'électricité. Si on perd tout le réseau électrique 400 000 qui est là quand le réacteur s'arrête normalement pour l'alimenter, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le réacteur qui pompe de l'électricité sur le réseau. Mais si on perd ce réseau, c'est un problème d'un point de vue sûreté. Donc il y a des parades, il y a des groupes électrogènes, mais l'idéal, c'est pas de le perdre. Donc EDF est amené à faire des renforcements de ces lignes 400 000, notamment pour les sites qui seraient les plus exposés au gros coups de vent. Merci. Alors on a... Bon, finalement, une personne souhaite prendre la parole, mais... Ce que je propose, c'est qu'on avance sur les réponses aux questions et on verra où on en est au niveau du timing pour savoir si on redonne la parole au public, et a priori, il n'y aura pas trop de problème pour ça. L'autre question était, l'exploitant a-t-il été confronté à des limites techniques pour répondre aux exigences de sûreté et de protection de l'environnement dans le contexte de changement climatique? Alors, en termes de limites techniques, ça me donne l'occasion de parler des limites de connaissances scientifiques. Et là, il y a tout un travail de partage des connaissances. On peut citer, à titre d'exemple, un travail récent là, sur le vent et la neige, où en fait, c'est un groupe de travail inter-exploitant, mais faisant aussi intervenir des experts comme Météo France ou d'autres qui savent bien caractériser au mieux ces risques et l'effet des changements climatiques possibles dessus. Donc là encore, c'est un travail qui est rendu public au travers d'un livrable, d'un rapport qui est disponible sur le site de l'IRSN, par exemple. Et au-delà des limites de connaissances, sur les limites techniques, peut-être EDF, je vous vois le main sur le bouton du micro. Oui, je souhaitais compléter sur l'étiage, puisque c'était sur la sûreté, sur la partie environnementale. Je souhaitais partager avec vous le fait que quand on est en situation d'étiage, sur tous les fleuves français sur lesquels sont implantées nos centrales, sauf Chaux, la centrale de Chaux est à part, il y a des barrages en amont. Il y a un barrage dans les Vosges qui soutient l'étiage quand il n'y a plus beaucoup d'eau à Cattenom. On a des barrages dans les Pyrénées qui soutiennent la Garonne. Il y a des barrages dans les Alpes qui soutiennent le Rhône. Beaucoup de gens connaissent les barrages les grands réservoirs de la Seine, les grands lacs de Seine, qui soutiennent le débit d'eau pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et là, je dirais que EDF profite de l'eau qui passe par Nogent-sur-Seine pour le besoin des Parisiens et l'utilise. Et ce soutien d'étiage, qui existe aussi à Civaux avec le barrage de Vassivière, est une sécurité supplémentaire. Alors évidemment, pas à toute épreuve, mais qui permet, pendant les étiages longs, de maintenir un débit minimum dans les cours d'eau et qui permet la poursuite du fonctionnement. C'est vraiment essentiel. Si tous ces barrages qui ont parfois été construits pour d'autres raisons n'existaient pas aujourd'hui, nous aurions certainement davantage de baisse de production ou d'arrêt de production pour ces raisons-là. Et juste pour finir, puisque vous disiez, est-ce qu'on est confronté à des limites techniques? Eh bien, alors je n'ai plus l'année, mais à Chaux, on a quand même arrêté 2 réacteurs pendant plus de 2 mois pour des débits insuffisants dans la Meuse en allant vers la Belgique. Le débit était inférieur à 20 mètres cubes par seconde. Donc oui, on n'est pas à l'abri, et on le sait, pour Chaux, d'arrêter très durablement un réacteur. Plusieurs mois. Mais jamais d'un point de vue sûreté. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps le débit largement suffisant pour garantir les conditions de sûreté du réacteur. On est vraiment sur un problème de disponibilité, comme Mme Badawi l'a rappelé au tout début de son introduction, parce que EDF a respecté son fameux code de la route du nucléaire qui s'appelle les spécifications techniques d'exploitation ou les décisions de l'ASN, comme M. Bernadet l'a rappelé au tout début. Donc ça lui impose de gérer finalement l'exploitation de ces réacteurs en regard de ces conditions opérationnelles à ces conditions à respecter. D'un point de vue sûreté, on n'a jamais été confronté à un LAA qu'EDF ne savait pas, on va dire, il n'a pas fait une entorse dans la sûreté. C'est-à-dire qu'il a tout le temps conduit ses réacteurs de manière sûre par rapport à cela.
On ne s'est jamais trouvé dans une situation de trop forte température où la sûreté du réacteur n'était plus garantie. Voilà, c'est important de le dire parce que quand on parle de débit sur le Rhône, les débits de sûreté, c'est 2-3 mètres cubes. Donc un fleuve où il n'y aura plus que 2-3 mètres cubes qui circuleront dedans, je pense qu'on aura d'autres problèmes en France que cela. C'est important de le dire parce que ça permet de relativiser les choses vis-à-vis de la sûreté nucléaire. L'enjeu, il est environnemental. Dans ces cas-là, il n'est plus de sûreté parce que la question de la personne était bien vis-à-vis de la sûreté. On n'a pas de barrière non franchissable, en tout cas à date, vis-à-vis de la sûreté. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des réacteurs qui peuvent fonctionner dans des déserts. Sinon, ce ne serait pas le cas. Merci. Très rapidement, la troisième question était comment prenez-vous en compte les données du service géologique national, en particulier les risques de submersion, pour les risques de submersion. Et la deuxième partie de la question, c'était qu'en est-il de l'impact de la température de l'eau sortant de la centrale sur le milieu récepteur. Très rapidement, sur les, voilà, pour prendre une dernière et ultime question à l'oral, et après on conclura tranquillement. Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire celle sur l'impact de la température sur le milieu récepteur. Dans ma présentation, vous avez vu, il y a 3 blocs de limites. Conditions climatiques normales, conditions climatiques exceptionnelles, et il y a un bloc de limites spécifique qui a été pris en 2022 à l'été. Pour chaque bloc de limites, l'ASN a prescrit dans ses décisions une surveillance de l'environnement particulière. Et plus on arrive sur un bloc avec une température élevée, plus cette surveillance elle est intensifiée, à la fois en fréquence, mais également dans les paramètres de l'environnement sur lesquels on va aller regarder s'il y a des effets. Je pense que la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est les résultats de cette surveillance. Puisqu'en fait, on voit qu'on est arrivé à chaque fois à atteindre les limites. Donc, en situation réelle, on a une surveillance de l'environnement qui nous permet aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas d'impact de long terme qui soit fait sur l'environnement lorsque les rejets thermiques arrivent aux limites. Voilà. Et sur la première partie de la question, sur l'utilisation des données du service géologique national ? Je ne sais pas dans le détail, mais ce que ça me permet de dire, c'est qu'en fait, ces données, si elles sont publiques, et je pense que c'est le cas, donc elles sont bien prises en compte par EDF très très généralement, et aussi également dans des contre-calculs qui peuvent être menés par l'IASN. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu d'un réexamen, de confronter la démonstration de sûreté posée par l'exploitant et sur, pas l'ensemble des éléments, mais sur des points clés, des contre-calculs. Ça peut être sur les températures extrêmes, avec les calculs statistiques associés, sur les niveaux de surcote qui tiennent en compte ces données historiques, donc par exemple celles qui sont reportées sur ce site commun avec le BRGM sur les submersions. Voilà. Bien, merci. Et donc, la dernière personne qui aura la chance et la joie de pouvoir poser une dernière question à l'oral, si cette fois-ci ça marche. Voilà, le micro normalement est activé, vous pouvez parler, on vous écoute. Oui, bonjour, Jacques Terrachet, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. J'insiste un peu parce que par rapport au chat, là, j'ai posé des questions relatives aux températures qui peuvent régner dans les bâtiments réacteurs et je suis déçu des réponses qui me sont données. Je n'ai pas la température que j'attendais. Je veux bien comprendre que cette température est loin d'être uniforme entre les 300 degrés qui sont au-dessus de la cuve et puis les températures, disons, ambiantes de l'air plus l'ensoleillement, parce que les températures météo qui se situent au-delà de 40 degrés sont des températures prises à l'ombre et les bâtiments réacteurs ne sont pas à l'ombre. Donc voilà, je souhaite connaître la température qui existe réellement dans un bâtiment réacteur en période de canicule. Même s'il y a une plage de température d'un endroit à l'autre, j'aimerais bien avoir une notion. Et notamment près du dôme, parce que cela conditionne fortement la résistance des pots d'étanchéité, des résines, et donc de l'étanchéité de cette fameuse troisième barrière. Très bien, merci pour cette question. Je propose à l'IRSN, Hervé Bodino, d'apporter un complément. La réponse, excusez-moi, est assez facile à répondre parce que finalement, c'est encore dans le code de la route du nucléaire. Il y a une limite maximale qui est à 50 degrés dans le bâtiment réacteur. À l'intérieur du bâtiment, en fonctionnement normal, j'insiste, en fonctionnement normal, quelle que soit la température à l'extérieur, il y a une limite maximale qui est fixée à 50 degrés. Et il y a des alarmes à 45 degrés pour alerter l'opérateur. C'est suivi en continu. Et dès qu'on tape le 50 degrés, il y a l'alarme qui apparaît en salle de commande. Et donc, il y a une conduite à tenir. C'est-à-dire, si on dépasse ce 50 degrés, on arriverait à la limite de conception de certains matériels. Et donc, l'exploitant est obligé de replier son réacteur si tel est le cas. Les 300 degrés que peut évoquer M. Terrachet, je pense, c'est quand on est en accident grave, malheureusement, où là, on fond le combustible, on est dans
toute mesure en termes de température. Alors évidemment, les 50 degrés que je vous évoque n'ont plus aucun sens. Là, on fond le combustible. Le combustible, c'est 1200 degrés en fusion. Donc on imagine bien que dans un bâtiment réacteur, dans ces cas-là, il ne va pas faire 45 degrés ni 50 degrés. Ça sera des températures extrêmes. Et là, effectivement, ce qu'a dit M. Terraché est pleinement pertinent en termes de dimensionnement et de qualification des ponts composites qu'on a pu évoquer lors du précédent webinaire lié au vieillissement, où il y avait des questions qui ont été posées, parce que la limite de température de qualification de ces pots composites est beaucoup plus élevée pour faire face à l'accident grave, mais pas pour le fonctionnement normal. Évidemment, si elle tient à 300 degrés, elle tiendra à 50 degrés, tout à chacun peut le comprendre, sachant que le temps de fonctionnement est différent, hein, bien évidemment, parce que le 40 degrés, ça peut être sur 50 ans, on veut dire 40 ans, d'exposition, et sur les courbes de vieillissement, dans ces cas-là, c'est différent si on a un pic à 300 degrés d'une vie à 50 degrés. Voilà. Mais c'est des choses que DEF doit dans le cadre de la qualification des ponts composites, tel que M. Terraché l'a précisé dans son intervention. Peut-être un tout petit complément de 10 secondes. Oui. Quand il fait chaud, effectivement, le bâtiment réacteur, il chauffe. Mais il est très épais. Et donc, comme toute structure très épaisse, il y a beaucoup d'inertie. Et donc, l'exploitant, il n'est pas surpris. L'exploitant, il voit arriver, monter la température jour après jour de quelques dixièmes, etc. Voilà. C'est vraiment, pour l'exploitation au quotidien, ça ne présente pas de surprise ou en tout cas de difficultés particulières. Eh bien, est-ce que cette réponse, enfin ces réponses, vous conviennent davantage? Est-ce que vous avez pu avoir les informations que vous souhaitiez avoir sur ce sujet? Voilà. Bon, je vois que la régie me dit que le micro n'est plus activé. En tout cas, n'hésitez pas à écrire dans le chat si ces réponses sont satisfaisantes ou s'il y a encore des zones d'ombre selon vous, et auquel cas vous avez encore l'occasion de pouvoir écrire cela dans le chat. Le chat sera versé au compte rendu de cette réunion, de ce webinaire, et et l'ensemble des questions seront traitées dans le compte rendu global de la concertation. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce qu'il en est. Eh bien, merci à toutes et à tous pour ce webinaire, et sans plus tarder, puisque nous avons dévié de la trajectoire et du timing initial, je propose de donner la parole donc à Christine Noiville pour un mot de conclusion. Non, mais simplement quelques mots de remerciement surtout. Je voudrais d'abord formuler des remerciements pour les intervenants qui ont passé du temps à préparer ce webinaire et qui prennent sur leur soirée personnelle, leur temps personnel pour vous informer et qui ont bien joué le jeu de cette concertation, qui est vraiment de faire en sorte effectivement de vous apporter des éléments de réponse à vos questions et qui, ce faisant, répondent aussi à la mission plus générale du Haut Comité. On voit que, heureusement, on n'est plus dans un domaine qui a été historiquement marqué par le secret, mais qu'aujourd'hui, les choses ont notablement évolué, et tant mieux. Je voudrais remercier vous, le public aussi, parce que pour la qualité de votre écoute et vos questions, qui sont souvent très pertinentes, et puis le fait que vous n'hésitiez pas à challenger, si j'ose dire, les intervenants qui sont là. Et je trouve ça vraiment très bien, c'est le but même de ce webinaire. Et alors, il y a des gens que vous ne voyez pas, mais que je voudrais remercier aussi, les techniciens à la régie, sans qui, évidemment, ces webinaires ne pourraient pas se tenir. Et puis, toute une équipe qui répond en direct à certaines des questions du chat. Voilà, je voudrais vraiment leur rendre hommage. Vous rappeler que toutes les présentations vont être sur le site de la concertation, que vous trouverez tout l'agenda de la suite de la concertation sur ce même site, que je vous rappelle que vous pouvez poser des questions aussi sur ce site, que vous obtiendrez des réponses aussi rapidement que possible. Et retrouvez-nous le 5 juin pour un nouveau webinaire consacré cette fois-ci à la manière dont on peut éviter et gérer les accidents les plus graves. Voilà, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.